Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Bonne lecture à tous. Les portes coulissantes de l'hôpital pour enfants, Desert Hope, s'ouvrirent comme les rideaux du destin alors que Luna Martinez s'y engouffrait, sa fille de 9 ans, Sophia, inerte dans ses bras. La salle des urgences bourdonnait d'un chaos maîtrisé, des infirmières se déplaçant avec une efficacité routinière, des moniteurs émettant leurs hymnes électroniques, et cette odeur d'antiseptique qui semblait imprégner les murs de chaque hôpital. « S'il vous plaît, elle s'est effondrée à l'école », dit Luna à l'infirmière de triage, la voix stable malgré la terreur qui lui griffait la poitrine. Forte fièvre, une éruption cutanée, et maintenant elle réagit à peine. Sophia était malade depuis 2 jours, mais ce matin, tout avait basculé. La fièvre avait atteint des niveaux dangereux, des plaques rouges et vives fleurissaient sur sa peau dorée, et son babillage enjoué habituel s'était évanoui pour laisser place à un silence inquiétant. Luna avait utilisé son dernier jour de congé d'urgence et dépensé l'argent des courses pour payer le VTC, mais la vie de sa fille valait n'importe quel sacrifice. Chambre 12. L'infirmière dit après une évaluation rapide, le docteur Carson va la voir immédiatement. Le nom ne signifiait rien pour Luna alors qu'elle suivait l'infirmière dans des couloirs ornés de fresques colorées conçues pour distraire les enfants de leur douleur. La chambre 12 attendait derrière de lourdes portes qui semblaient garder des secrets qu'elle ne pouvait imaginer. Le médecin arrive tout de suite, l'assura l'infirmière avant de disparaître dans l'urgence contrôlée du service de pédiatrie. Luna installa Sophia sur la table d'examen, lissant les boucles humides sur le front fiévreux de sa fille. À 9 ans, Sophia était son univers entier, brillante, têtue et d'une beauté qui poussait les étrangers à s'arrêter pour la complimenter. Elle avait des yeux inhabituels, d'un noisette saisissant qui semblait osciller entre le vert et l'or selon son humeur. La porte s'ouvrit avec un déclic discret qui, d'une manière ou d'une autre, résonna jusqu'au plus profond de l'âme de Luna. « Bonsoir. Je suis le docteur F. Carson. » Le temps s'arrêta, littéralement, comme si quelqu'un avait mis l'univers entier sur pause avec une télécommande cosmique. Debout dans l'embrasure de la porte, plus âgé et plus distingué mais sans aucun doute le même, se trouvait Ethan Carson, l'homme qui avait été son premier amour, son avenir tout tracé, son plus grand déchirement. Son porte-bloc glissa de ses doigts choqués, tombant bruyamment sur le sol, comme des applaudissements pour ses retrouvailles impossibles. 10 ans avaient affiné ses traits, ajouté de l'assurance à son port et du succès à sa posture. Mais ses yeux noisettes étaient restés exactement les mêmes, les yeux dont Sophia avait hérité. Luna, son nom s'échappa de ses lèvres comme une prière qu'il avait gardée précieusement pendant une décennie. Elle ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus penser au-delà du vrombissement dans ses oreilles et du poids de sa fille entre eux. Cela ne pouvait pas arriver, pas ici, pas maintenant. Pas alors que Sophia était malade, vulnérable et totalement inconsciente que son monde entier était sur le point de basculer. « Ethan » murmura-t-elle, le nom lui semblant à la fois étranger et familier. Il s'avança vers eux comme un homme marchant dans des sables mouvants, sa formation professionnelle luttant contre un séisme personnel. Quand ses yeux se posèrent sur Sophia, quelque chose d'indéfinissable changea dans son expression, de la reconnaissance, peut-être, ou simplement la réaction instinctive d'un pédiatre face à un enfant gravement malade. « Quels sont ces symptômes » demanda-t-il, sa voix soigneusement professionnelle malgré le tremblement que Luna perçut sous la surface. « De la fièvre depuis 2 jours, maintenant cette éruption, et elle est de plus en plus léthargique, » parvint à dire Luna, se forçant à se concentrer sur les besoins de Sophia plutôt que sur l'impossibilité de ce moment. Elle n'a jamais été aussi malade. Ethan s'approcha de la table d'examen à pas prudents, sa formation médicale prenant le dessus sur le chaos personnel. « Bonjour, ma puce, dit-il doucement à Sophia. Je suis le docteur Ethan. Peux-tu me dire comment tu te sens ? » Les paupières de Sophia s'entr'ouvrirent, ses iris noisettes si distinctifs se concentrant avec difficulté sur son visage. Fatiguée, murmura-t-elle, et j'ai froid. Nous allons t'aider à te sentir mieux, promit Ethan, ses mains douces alors qu'il commençait son examen. Ta maman t'a amené exactement au bon endroit. Pendant qu'il travaillait, Luna se surprit à cataloguer les changements que 10 ans avaient opérés. Le succès émanait de lui comme une chaleur, la montre coûteuse, la blouse de laboratoire parfaitement ajustée, la manière assurée dont il se déplaçait dans la pièce. Pourtant, quelque chose dans ses yeux suggérait que toutes ces réussites n'avaient pas comblé la solitude dont elle se souvenait de leurs années d'université. « Quel âge a-t-elle » demanda-t-il doucement, son stéthoscope pressé contre la poitrine de Sophia.
La question flotta entre eux comme un fil électrique à nu. Le cœur de Luna battait à tout rompre tandis qu'elle le regardait calculer, vit le moment exact où la prise de conscience commença à poindre dans son esprit brillant. 9 ans, dit-elle simplement. Ses mains s'immobilisèrent un instant, ses yeux rencontrant les siens par-dessus le corps fiévreux de leur fille. À cet instant, elle le vit faire le calcul, vit la compréhension vaciller comme un éclair à l'horizon. Elle a des yeux remarquables, dit-il prudemment. Oui, en effet. La voix de Luna était à peine audible. Le schéma de l'éruption et de la fièvre suggère un syndrome viral, dit finalement Ethan, reprenant son ton professionnel. Je veux faire quelques tests et la surveiller cette nuit. Je l'admets en observation. Notre assurance. Commença automatiquement Luna, le poids familier des soucis financiers s'abattant sur elle. Je m'occuperai personnellement de toutes les formalités, l'interrompit doucement Ethan. La santé de Sophia est ce qui compte pour l'instant. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et 10 ans de séparation semblèrent s'évanouir. Le lien qui les avait autrefois unis reprit vie, compliqué maintenant par la présence de l'enfant qui portait ses yeux et sa force. Luna, dit-il doucement. Après que j'ai installé Sophia, nous devons parler. Avant qu'elle ne puisse répondre, Sophia bougea de nouveau, sa petite voix tranchant la tension adulte comme de la soie. Maman, le docteur a les mêmes yeux que moi. L'observation innocente atterrit entre eux avec une précision dévastatrice. Le visage d'Ethan devint pâle alors que la compréhension se cristallisa en certitude, et Luna sentit son secret si précieusement gardé commencer à se fissurer sous le poids de la parfaite honnêteté d'un enfant. Chapitre 2, les souvenirs affluent le cœur bat une mesure parfaite, non pas en minutes, mais en moments qui comptent. La chambre privée surplombant le paysage aride de désert aube devint un sanctuaire où le passé et le présent entraient en collision, tels des fronts orageux au-dessus des montagnes. Sophia dormait paisiblement maintenant, sa fièvre répondant aux médicaments, sa petite main enroulée autour d'un lièvre en peluche qui était mystérieusement apparu de la boutique de cadeaux de l'hôpital. Luna veillait au chevet du lit tandis qu'Ethan examinait les résultats des tests avec l'intensité concentrée dont elle se souvenait de leur session d'études. Certaines choses transcendaient le temps. La façon dont il pinçait les lèvres en réfléchissant, le léger pli entre ses sourcils lorsqu'il traitait des informations complexes, le passage inconscient de ses doigts dans ses cheveux lorsqu'il était en pleine concentration. Le silence s'étirait entre eux comme un pont enjambant une décennie de vie séparée. Luna se retrouva transportée à une autre fin de soirée, 10 ans plus tôt, alors qu'ils se tenaient ensemble sur le balcon de son appartement, planifiant un avenir qui semblait aussi infini que le ciel de l'Arizona. Cette nuit-là restait limpide dans sa mémoire, la brise chaude du désert apportant l'odeur de la fleur d'oranger de la cour en contrebas, Ethan enroulant sa lettre d'acceptation en faculté de médecine autour de son doigt comme une bague de promesse, tous deux riant tout en pensant secrètement chaque mot de l'engagement que cela représentait. Ces signes vitaux se stabilisent, dit-il doucement, sa voix à peine plus qu'un murmure par respect pour leur fille endormie. L'éruption s'estompe déjà, elle devrait pouvoir sortir demain. Merci. Le mot semblait insuffisant pour tout ce qu'il avait fait, la chambre privée, l'attention personnelle, la façon dont il avait fait disparaître l'assurance et la facturation. Je ne sais pas comment. Ne fais pas ça, dit-il doucement, faisant écho à des conversations passées sur la fierté, l'indépendance et la dynamique compliquée d'accepter l'aide de quelqu'un que l'on aimait. S'il te plaît, ne transforme pas ça en une question d'obligation. Le silence qui suivit était lourd de questions non posées et de souvenirs soigneusement enfouis. Ethan se dirigea vers la fenêtre, son reflet fantomatique dans la vitre, et Luna se souvint d'une version plus jeune de cet homme, moins polissé mais brûlant de la même intensité qui l'avait d'abord complètement captivé. À l'époque, il n'était que angle vif et ambition sincère, portant des vêtements de friperie et survivant au café et aux rêves. Elle était tombée amoureuse de sa passion pour soigner les enfants, de la façon dont son visage se transformait lorsqu'il parlait de son avenir, de la force douce qui pouvait calmer un bébé en pleurs ou apaiser ses peurs avec la même habileté. Elle est incroyable, dit-il soudain, son regard se posant sur la silhouette paisible de Sophia. Intelligente, courageuse, belle. Tu as élevé quelqu'un d'extraordinaire. Le compliment la frappa comme un coup, portant le poids de lutte qu'il ne pouvait connaître, les nuits accumulées les emplois tout en terminant ses études universitaires, les repas sautés pour que Sophia puisse manger, l'inquiétude constante de subvenir aux besoins d'un enfant dont le père ignorait l'existence. La maternité célibataire l'avait rendue plus forte qu'elle ne l'aurait imaginé, mais elle avait aussi laissé des cicatrices invisibles. J'ai fait de mon mieux, murmura-t-elle, la gorge nouée par des émotions enfermées pendant des années. Ça n'a pas toujours été facile. La litote flotta entre eux,
chargée d'implications qu'elle ne pouvait exprimer. Comment expliquer la solitude de prendre chaque décision seule, la terreur d'être l'unique responsable du bien-être d'une autre personne, la façon dont elle se surprenait parfois à parler à son souvenir pendant les heures sombres où Sophia était malade et qu'elle n'avait personne d'autre? Où est son père? La question vint si doucement qu'elle faillit la manquer, mais elle frappa avec la force de la foudre, illuminant tout d'une clarté crue. Les mains de Luna tremblèrent alors qu'elle cherchait des mots qui ne briseraient pas leur fragile retrouvaille. Il n'est pas au courant pour elle. Ethan se détourna de la fenêtre, ses yeux noisettes scrutant son visage avec une intensité qui la rendit transparente, comme s'il pouvait lire chaque secret qu'elle avait tenté de cacher au monde. Luna, dit-il, son nom portant le poids de questions qu'il n'était pas prêt à formuler mais ne pouvait réprimer. Depuis combien de temps est-ce que nous? 10 ans, 2 mois, 18 jours, dit-elle automatiquement, puis rougit en révélant avec quelle précision elle avait tenu le compte, à quel point cela rendait évident ses sentiments persistants pour celui qu'elle avait désespérément essayé d'oublier. Sa brusque inspiration fut audible dans la pièce silencieuse. Elle le regarda calculer, vit le moment exact où la prise de conscience se leva comme le soleil sur les montagnes du désert, vit la couleur quitter son visage alors que l'impossibilité mathématique devenait certitude. La nuit avant la remise des diplômes, dit-il, sa voix à peine audible, lourde de souvenirs et d'implications. Oui. Le seul mot flotta entre eux comme une confession, lourde vérité non dite. Cette nuit-là avait été tout, passionnée, désespérée, pleine de promesses et de projets qui s'étaient effondrés lorsque la réalité s'était immiscée dans leur rêve comme une invitée indésirable. Elle se souvenait de chaque détail avec une clarté douloureuse, comment il l'avait regardée au clair de lune, les larmes aux yeux en murmurant qu'il l'aimait mais ne voyait pas comment aller de l'avant, la sensation de son cœur se brisant en si petits morceaux qu'elle se demandait s'ils pourraient jamais être rassemblés. Ethan s'effondra dans la chaise en face d'elle, le sang-froid du médecin accompli se fissurant comme la terre du désert en période de sécheresse. « Mon Dieu, Luna, es-tu en train de me dire que Sophia est? » « Ne le fais pas, dit-elle en levant la main, les larmes menaçant de couler comme une précieuse pluie du désert. « S'il te plaît, ne le dis pas tant que tu n'es pas prêt à affronter ce que cela signifie. » « Prêt ?» Sa voix se brisa sous le coup de l'émotion, des années de contrôle professionnel s'évaporant. Comment quelqu'un pourrait-il être prêt à ça? J'ai une fille de 9 ans qui vit à 20 minutes d'ici depuis tout ce temps et je ne l'ai jamais su. L'angoisse dans sa voix la transperça comme une lame, vive et dévastatrice. Elle avait imaginé cette conversation d'innombrables fois, répété des explications et des justifications, mais rien ne l'avait préparé à la douleur brute de le voir réaliser ce qu'il avait manqué. « Tu es parti, dit-elle, les mots plus vifs que prévu, porteurs d'une décennie de blessures accumulées. Tu as choisi la fac de médecine et les attentes de ta famille plutôt que nous. Je n'allais pas te piéger avec une grossesse que tu n'avais jamais demandée. » Jamais demandé? La voix d'Ethan s'éleva puis baissa alors qu'il se souvenait de leur fille endormie. Luna, je voulais tout avec toi, le mariage, les enfants, une vie ensemble. Mais la pression, les attentes. Je pensais que je nous protégeais tous les deux. La confession la frappa comme un coup, réécrivant l'histoire qu'elle avait crue pendant des années. Dans son souvenir, il avait été impatient de s'échapper, prêt pour sa nouvelle vie sans les complications qu'elle représentait. Apprendre qu'il avait aussi lutté, que le choix lui avait coûté autant qu'à elle, changeait tout et rien à la fois. « Eh bien, maintenant tu sais, » dit-elle en se levant brusquement et en se dirigeant vers la fenêtre où elle ne pouvait pas voir la douleur dans ses yeux, ne pouvait pas être tentée de réconforter l'homme qui les avait involontairement abandonnés. « Nous nous sommes bien débrouillés sans toi. » Vraiment? Sa voix était juste derrière elle maintenant, assez proche pour qu'elle puisse sentir la chaleur irradiée de son corps, sentir ce parfum familier qui lui faisait encore fléchir les genoux. « Parce que tu as l'air épuisée, Luna. Tu as l'air de porter le monde sur tes épaules depuis 10 ans. » Elle se tourna vivement pour lui faire face, des larmes de colère se déversant enfin comme un barrage qui cède après avoir retenu une décennie de crue. « À quoi t'attendais-tu? Tu crois que ça a été facile d'élever ta fille seule? Tu crois qu'il n'y a pas eu de nuit où j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, me demandant si j'avais fait le bon choix, me demandant si elle méritait de connaître son père, même s'il ne voulait pas la connaître? J'aurais voulu la connaître, dit Ethan avec ferveur, ses mains se posant sur ses épaules, son contact envoyant une décharge électrique à travers elle malgré les années de séparation. J'aurais voulu vous connaître toutes les deux, chaque jour. Vraiment? Le défiatait-elle en reculant, car elle ne pouvait pas penser clairement quand il était si proche, quand sa présence remplissait tous les espaces vides qu'elle avait appris à naviguer seule. Même si cela signifiait décevoir ta famille,
même si cela signifiait changer tous tes plans? Les mains d'Ethan retombèrent et elle vit la vérité écrite sur son visage. Il ne savait pas. Il ne pouvait pas savoir comment il aurait réagi à une grossesse non planifiée à 25 ans, sous une énorme pression pour réussir, quand les attentes familiales pesaient comme des chaînes d'or. Le silence s'étira entre eux, rempli des fantômes de choix non faits et de chemins non empruntés. Au loin, des aires taupes scintillaient comme des diamants éparpillés sur du velours noir, des millions de vies vécues parallèlement à leurs petits drames de retrouvailles et de regrets. « Je ne peux pas changer le passé, dit-il doucement, sa voix lourde de regrets accumulés. Mais je suis là maintenant. Et si Sophia est ma fille? Mon Dieu, Luna, si elle est vraiment la mienne. Elle l'est, murmura Luna, le secret enfin libéré après des années de garde prudente, la vérité flottant entre eux comme un oiseau libéré de sa cage. Elle est à toi, Ethan. Chaque parcelle têtue, brillante et magnifique d'elle. La confession resta en suspens dans l'air entre eux, comme un pont enjambant une décennie de séparation et de douleur. Le visage d'Ethan passa par un cycle d'émotions choc, joie, regret, un amour écrasant avant de se fixer sur quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement, mêlé d'un regret dévastateur. Je dois être certain, dit-il finalement, sa formation médicale s'affirmant même au milieu du chaos émotionnel. Un test ADN. Pas parce que je ne te crois pas, mais parce que j'ai besoin que tout soit complètement clair avant d'aller de l'avant. Bien sûr, acquiesça Luna, comprenant son besoin de certitude scientifique, même si son cœur se brisa légèrement face à sa distance prudente, au mur de protocole qu'il construisait entre eux et ses émotions écrasantes. Et ensuite, nous trouverons ce qui vient après, continua Ethan, sa voix se renforçant à chaque mot, prenant le ton décidé dont elle se souvenait quand il abordait la complexité avec une précision méthodique. Parce que si Sophia est ma fille, alors tout change. Luna était sur le point de répondre quand Sophia bougea, sa petite voix tranchant la tension comme un couteau dans la soie, innocente et pure, et complètement inconsciente des complexités adultes qui tourbillonnaient autour d'elle. « Maman, pourquoi tu pleures? J'ai fait quelque chose de mal ?» Les deux adultes se précipitèrent à son chevet, et Luna lissa les cheveux de sa fille avec des mains tremblantes, le cœur brisé par l'inquiétude dans ses yeux noisettes si douloureusement familiers. « Non, ma chérie, tu n'as rien fait de mal, dit Luna. Le docteur Ethan et moi parlions juste de choses de grand. Le regard de Sophia passa de l'un à l'autre avec la perception déconcertante que seuls les enfants possèdent, cette capacité à voir la vérité même quand les adultes essaient de la cacher derrière des mots prudents et des sourires forcés. Est-ce que c'est à cause de toi que maman a l'air triste parfois, quand elle croit que je ne la regarde pas? La question frappa Ethan comme un coup de poing, et Luna le vit fermer les yeux comme pour absorber une douleur qui le transperçait jusqu'à l'âme, comme si le poids de 10 ans de moments manqués était soudainement devenu trop lourd à porter. « Rendors-toi, ma puce », murmura Luna, mais les mots suivants de Sophia brisèrent la paix fragile qu'ils avaient essayé de maintenir. « Est-ce que tu es mon papa ?» Chapitre 3, Vérité non dite. La vérité a sa propre gravité. Attirant tout vers elle jusqu'à ce que même les mensonges les plus soigneusement construits s'effondrent sous son poids. La question flottait dans l'air stérile comme un fil électrique à nu, crépitant d'une électricité qui menaçait de tout enflammer. Le regard innocent de Sophia se déplaçait entre les deux adultes dont elle venait de bouleverser la vie avec 4 mots simples qui portaient le poids d'une décennie de secrets. Le visage d'Ethan était devenu complètement blanc, ses mains agrippant la barrière du lit comme si c'était la seule chose qui le maintenait ancré à la réalité. Le médecin accompli qui commandait le respect dans les salles de conseil et les blocs opératoires avait été réduit à un homme luttant pour trouver des mots adéquats pour le moment qui définirait le reste de sa vie. Son monde soigneusement contrôlé de précision médicale et de certitude scientifique venait d'être brisé par la question intuitive d'un enfant qui frappait au cœur de tout ce qu'il avait eu peur d'espérer. Luna sentait son monde si soigneusement construit échapper à tout contrôle, 10 ans de secrets soudainement exposés par l'intuition dévastatrice de sa fille. L'enfant qui avait été sa plus grande joie et son plus profond secret venait de briser chaque mur qu'elle avait bâti autour de la vérité avec la franchise innocente que seuls les enfants possédaient. Ses mains tremblèrent en tendant la main vers Sophia, ayant besoin de l'ancrage du contact physique pour se stabiliser face au tremblement de terre émotionnel qui redessinait le paysage de leur vie. « Pourquoi demandes-tu ça, ma chérie ?» parvint à dire Luna, sa voix à peine stable, son cœur battant comme un oiseau en cage désespéré de liberté. Elle sentait les yeux d'Ethan sur elle, le poids de ses questions non posées, l'espoir et la peur se battant dans son expression alors qu'il attendait sa réponse. Sophia lutta pour s'asseoir dans son lit d'hôpital, ses yeux brillants de fièvre étudiant Ethan avec la curiosité implacable d'un enfant qui sentait que quelque chose de capital se passait autour d'elle.
La tubulure de la perfusion tira doucement sur sa petite main, mais elle ignora l'inconfort, entièrement concentrée sur le mystère qui se déroulait devant elle. Sa maladie avait aiguisé ses perceptions plutôt que de les émousser, comme si la fièvre avait consumé les conventions sociales qui empêchent généralement les enfants de dire des vérités évidentes. Il me ressemble, dit-elle avec le ton factuel que les enfants utilisent pour énoncer des vérités évidentes que les adultes ne voient pas. Et tu le regardes de la même façon que tu regardes la photo dans ta boîte spéciale. La façon dont tu regardes quand tu crois que personne ne te voit et que tu as ce visage triste et heureux à la fois. Le cœur de Luna s'arrêta complètement. La photo dans sa boîte à bijoux, la seule qu'elle avait gardée de leurs années d'université, cachée comme un trésor, trop précieuse et trop douloureuse pour être exposée. Elle montrait Ethan et elle au bal de promo, tous deux riant de quelque chose qu'il lui avait murmuré à l'oreille, tous deux rayonnant de ce genre d'amour qui semblait invincible face au temps et aux circonstances. Elle n'avait aucune idée que Sophia l'avait découverte, qu'elle observait ces moments privés de souvenirs avec la conscience aiguë que possèdent les enfants. Le souvenir de cette nuit-là la submergea comme un raz-de-marée, la sensation de ses mains sur sa taille pendant qu'il dansait sur une musique qu'elle ne pouvait plus se rappeler, la façon dont il lui avait dit qu'elle était belle d'une voix rauque d'émotion, la façon dont ils étaient restés sur cette piste de danse bien après la fin de la musique, refusant de laisser la magie s'estomper. Elle se souvenait de la robe qu'elle portait, empruntée à une colocataire parce qu'elle ne pouvait pas s'offrir quelque chose de neuf, et comment Ethan l'avait fait se sentir comme une princesse, malgré le tissu de seconde main et les chaussures empruntées. Quelle photo, demanda doucement Ethan, sa voix rauque d'un espoir à peine contenu et de quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Sa formation médicale luttait pour traiter cette complexité émotionnelle, pour catégoriser des sentiments qui défiaient la classification scientifique. Celle où maman a l'air vraiment heureuse, dit Sophia avec une simplicité dévastatrice, sa jeune voix tranchant la complexité des émotions adultes comme une lame dans le brouillard. Comme elle l'est dans ses rêves parfois, quand elle dit ton nom. Elle a ce sourire qui est différent de tous ses autres sourires, comme si elle se souvenait de quelque chose qui lui avait rempli le cœur. L'aveu frappa les deux adultes comme la foudre dans le désert, illuminant tout d'une clarté crue et inévitable. Luna ferma les yeux, mortifiée que son subconscient endormi ait trahi les secrets qu'elle s'était efforcée d'enfouir pendant ses heures d'éveil. Les nuits où elle s'était réveillée avec son nom sur les lèvres, les rêves où ils n'avaient jamais été séparés, où ils avaient construit la vie ensemble qui avait été volée par l'orgueil et les circonstances. Tout cela exposé par l'observation innocente mais dévastatrice de sa fille. Combien de nuits Sophia l'avait-elle entendu parler à ses souvenirs dans son sommeil? Combien de matins sa fille l'avait-elle regardé contempler cette photo cachée avec une nostalgie qu'elle pensait avoir dissimulée? La prise de conscience que sa vie émotionnelle si soigneusement gardée avait été un livre ouvert pour quelqu'un qui l'aimait assez pour y prêter attention était à la fois humiliante et terrifiante. Ethan la regarda avec une expression qui contenait tant de nostalgie et de regret que c'en était physiquement douloureux. Elle pouvait le voir traiter cette information, comprendre qu'elle avait porté leur amour à travers une décennie de séparation, qu'ils n'avaient jamais été vraiment oubliés malgré le silence qui s'étendait entre eux comme un désert attendant la pluie. Ses mains se contractèrent à ses côtés comme s'il voulait la prendre dans ses bras mais n'osait pas franchir les frontières invisibles que le deuil et le temps avaient érigées entre eux. « Sophia » dit Luna prudemment, sa voix tremblant sous le poids de vérité qu'elle n'était pas prête à dire. « Le docteur Ethan et moi, nous nous connaissions il y a très longtemps. Avant que tu ne sois née. »« Vous étiez meilleurs amis ?» demanda Sophia, mais son ton suggérait qu'elle savait déjà que la réponse était bien plus compliquée qu'une simple amitié. Son jeune visage montrait le genre de concentration sérieuse qu'elle réservait habituellement aux projets scientifiques particulièrement difficiles, comme si elle menait une expérience sur les émotions adultes. La question resta en suspens, chargée d'implications qu'aucun des deux adultes n'était prêt à aborder. Comment expliquer à une enfant de 9 ans la complexité du premier amour, la façon dont il pouvait brûler si fort qu'il semblait éternel, pour ensuite être éteint par des circonstances indépendantes de leur volonté? Comment décrire ce genre de connexion qui transcendait la logique et la raison, qui donnait à deux personnes l'impression d'avoir trouvé leur moitié dans un monde de milliards d'individus? Nous étions très proches, dit doucement Ethan, ses yeux ne quittant jamais le visage de Luna. Ces mots prudents portaient des volumes de signification tacite. Ta mère représentait tout pour moi. Elle était ma meilleure amie, ma partenaire d'études, mon inspiration, ma... Il s'interrompit, cherchant des mots qui seraient appropriés pour de jeunes oreilles tout en restant vrai. C'était la personne qui m'a fait croire que je pouvais devenir le médecin que je voulais être. Que s'est-il passé? Demanda Sophia avec la logique implacable de l'enfance, refusant d'accepter les évasions des adultes quand des questions simples méritaient des réponses simples. Si vous vous aimiez, pourquoi n'étiez-vous pas ensemble quand je suis né?
Le silence qui suivit était lourd des fantômes de choix faits et non faits, de chemins pris et abandonnés. Au loin, la ville de Désert-Aube scintillait comme des diamants éparpillés sur du velours noir, des millions d'histoires vécues parallèlement à leur propre petit drame de retrouvailles et de regrets. Le poids de l'explication semblait écrasant, la complexité de leur passé presque impossible à distiller en mots qu'un enfant pourrait comprendre. Parfois, les adultes doivent faire des choix difficiles, dit finalement Luna, sa voix stable malgré les larmes menaçant de couler. Parfois, ils pensent faire ce qu'il y a de mieux même si cela leur brise le cœur. Parfois, le monde impose des exigences qu'il semble impossible d'ignorer. Elle pensa à ses dernières semaines d'université, à la pression de la famille d'Ethan concernant son avenir, aux bourses et aux opportunités qui l'obligeaient à déménager à l'autre bout du pays, au poids écrasant des considérations pratiques qui avaient semblé faire de leur amour un luxe impossible qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Sophia considéra cela avec l'expression sérieuse d'un enfant essayant de comprendre des complexités adultes qui semblaient inutilement compliquées. Son esprit fiévreux travaillait sur les mathématiques émotionnelles de leur situation avec la même précision qu'elle apportait à ses devoirs de science. « Mais vous vous êtes retrouvés », souligna-t-elle avec une logique irréfutable. Alors peut-être que ce n'était pas vraiment cassé. Peut-être que ça attendait, tout simplement. L'observation était si innocente, si pleine d'espoir qu'elle faillit les anéantir tous les deux. De la bouche d'un enfant venait une sagesse qui allait droit au cœur de leur situation. Malgré 10 ans de séparation, malgré la douleur et le regret, malgré toutes les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être ici ensemble, le destin les avait ramenés à ce moment où ils pouvaient enfin se choisir librement. Peut-être, dit doucement Ethan, la voix remplie d'émerveillement en regardant le qu'il n'avait jamais su qu'elle existait, cette parfaite synthèse de tout ce qu'il avait aimé chez Luna. Peut-être que certaines choses sont assez fortes pour survivre à tout. Même au temps, à la distance et à nos propres peurs. Comme l'amour, demanda Sophia avec l'optimisme romantique d'un enfant élevé au conte de fées et aux fins heureuses, ses yeux brillants de fièvre et de possibilités. Comme l'amour, confirma Théil, et Luna vit des larmes menacées de couler de ses yeux alors que toute l'ampleur de ce qu'il avait trouvé, perdu et retrouvé s'installait dans son cœur comme un lever de soleil après la plus longue des nuits. Le genre d'amour qui crée de belles et brillantes filles qui posent exactement les bonnes questions au bon moment. Sophia sourit alors, un sourire éclatant, beau et plein de confiance, comme seuls les enfants peuvent l'être quand les adultes de leur monde commencent enfin à avoir un sens. Bien, dit-elle avec satisfaction. Parce que je crois que j'aimerais bien que tu sois mon papa. Tu as les bons yeux pour ça. La simple déclaration frappa Ethan comme un coup de poing et Luna le regarda lutter pour contenir des émotions trop grandes pour les mots. Ses mains tremblèrent alors qu'il tendait la main vers le visage de Sophia, puis s'arrêta, comme s'il craignait que son contact ne puisse endommager ce précieux miracle qu'il ne découvrait que maintenant. Le pédiatre qui avait réconforté des centaines d'enfants était soudainement incertain de la manière de toucher sa propre fille, submergé par l'ampleur de ce qu'elle lui offrait. « J'aimerais ça aussi », murmura-t-il, sa voix se brisant sous le poids de 10 ans de moments manqués et la promesse de tous les moments à venir. Plus que tout au monde. Plus que je n'ai jamais désiré quoi que ce soit. Mais nous devons être sûrs, dit doucement Luna, ses instincts protecteurs s'affirmant même en ce moment de retrouvailles et d'émerveillement. Nous devons faire un test pour le prouver scientifiquement. Non pas parce que je doute de ce que je sais dans mon cœur, mais parce que le monde aura besoin de preuves. Est-ce que ça va faire mal ? Demanda Sophia avec l'inquiétude pratique d'un enfant qui avait déjà eu assez de piqûres pour une journée, sa petite main se déplaçant inconsciemment vers le site de la perfusion qui lui faisait encore mal à cause des prises de sang et des médicaments. Pas du tout, l'assura Ethan, sa voix chaude d'une protection paternelle qui lui venait aussi naturellement que la respiration. Juste un petit coton-tige à l'intérieur de ta joue. Aussi facile que de se brosser les dents. Bien plus facile que ce que tu as déjà traversé ce soir. D'accord, dit simplement Sophia, sa confiance en lui déjà totale, de la manière dont seuls les enfants peuvent offrir leur foi aux adultes qui leur montrent une véritable gentillesse. Puis elle bâilla bruyamment, la combinaison de la maladie et de l'excitation émotionnelle rattrapant enfin son petit corps. Je suis fatigué maintenant. Tu vas rester ? La question était dirigée vers Ethan et Luna le vit lutter pour savoir comment répondre. Quelle promesse pouvait-il faire alors que tout était encore si incertain ? Comment pouvait-il s'engager à être présent alors que les complexités juridiques et émotionnelles de leur situation devaient encore être résolues ? Le médecin en lui voulait de la certitude, des preuves scientifiques, tandis que l'homme en lui connaissait déjà la vérité jusqu'au plus profond de son être. « Je resterai aussi longtemps que tu le voudras », dit-il finalement, et Luna sut qu'il prenait un engagement qui allait bien au-delà des prochaines heures, une promesse qui parlait du genre de père qu'il voulait être,
quel que soit le résultat du test. Je resterai aussi longtemps que tu voudras de moi. Sophia se cala contre ses oreillers avec un soupir de contentement qui parlait d'un enfant qui se sentait en sécurité et aimé, peut-être pour la première fois de sa jeune vie. Bien. Je t'aime bien. Tu as les mêmes mains que maman. Celles qui arrangent tout. Celles qui sentent comme la maison. L'observation était si innocente, si pure, qu'elle faillit les anéantir tous les deux. En quelques minutes, l'épuisement la gagna et elle se rendormit paisiblement, laissant les deux adultes seuls avec l'ampleur de ce qui venait de se passer et le poids des décisions qui façonneraient leur avenir à tous. Elle est parfaite, dit doucement Ethan, ses yeux ne quittant pas le visage endormi de Sophia, buvant chaque détail comme s'il pouvait mémoriser une vie de moments manqués en une seule nuit. Comment as-tu fait? Comment as-tu élevé quelqu'un d'aussi extraordinaire toute seule? Je n'étais pas seule, dit tranquillement Luna, sa voix remplie de l'amour féroce qui l'avait soutenue dans les moments les plus sombres de la maternité célibataire. Je l'avais, elle. Elle a été ma force, ma raison d'être, mon tout. Il y a eu des moments difficiles, mais elle a fait que tout en valait la peine. Chaque sacrifice, chaque nuit blanche, chaque moment de doute. Elle a fait que tout en valait la peine. Ethan leva alors les yeux vers elle et elle vit des larmes menacées de couler de ses yeux, vit tout le poids de la prise de conscience s'installer sur ses épaules comme un manteau qu'il porterait pour le reste de sa vie. Je suis désolé, Luna. Je suis tellement désolé que tu aies dû faire ça seule. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour son premier mot, ses premiers pas, son premier jour d'école. Arrête, dit fermement Luna, se rapprochant malgré chaque instinct qui l'avertissait de maintenir une distance pour se protéger de la douleur de rouvrir de vieilles blessures. Nous ne pouvons pas changer le passé. Nous pouvons seulement décider de ce qui se passe à partir de maintenant. Que veux-tu qu'il se passe? Demanda-t-il, sa voix vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, dépouillée de toute prétention et autorité professionnelle. Qu'est-ce qui serait le mieux pour Sophia? C'était la bonne question. Pas ce qui serait le mieux pour eux, mais ce qui serait le mieux pour leur fille. La question d'un homme qui pensait déjà comme un père, qui comprenait que ses besoins devaient passer avant leurs émotions compliquées et leur histoire non résolue. Je veux qu'elle te connaisse, admit Luna, les mots venant du plus profond de son cœur, l'endroit où elle avait toujours su que ce moment viendrait un jour. Je veux qu'elle ait ce que je n'ai jamais pu avoir. Un père qui l'aime. Mais je ne laisserai personne lui faire de mal, Ethan. Pas même toi. Je ne lui ferai jamais de mal, dit-il avec ferveur, sa voix portant ce genre d'amour protecteur qui transforme les hommes en pères en un instant. Je mourrai avant de laisser quiconque lui faire du mal. Alors nous irons doucement, dit Luna, énonçant les conditions qui les protégeraient tous du chaos émotionnel qui menaçait de submerger leurs frontières prudentes. Une étape à la fois. Pour son bien. Ethan hocha la tête, comprenant la sagesse de sa prudence, acceptant les règles qu'elle établissait pour cette situation impossible qu'ils se retrouvaient à naviguer ensemble. Le test ADN sera traité d'ici demain soir, résultat dans les 48 heures. Et ensuite, nous trouverons comment être une famille, dit-il simplement, les mots portant un poids de promesses et de possibilités qui fit battre le cœur de Luna d'espoir et de terreur à parts égales. Parce que la famille, c'est ce que nous sommes, Luna. Que le test confirme ce que nous savons déjà ou non. Toi et Sophia êtes les personnes les plus importantes dans mon monde maintenant. La déclaration flotta entre eux, lourde de promesses et de possibilités, chargée de l'électricité de rêves qui n'étaient jamais vraiment morts, malgré des années d'enterrement prudent. Mais avant que l'un ou l'autre ne puisse répondre, Sophia bougea dans son sommeil, sa petite voix tranchant la tension adulte avec une sagesse innocente. « Je vous aime tous les deux », murmura-t-elle sans ouvrir les yeux, ces mots portant la simple vérité qui les lierait ensemble, quel que soit le résultat du test. Alors qu'Ethan tendait la main pour lisser doucement les cheveux de leur fille, et que Luna regardait ce geste tendre le cœur plein d'espoir et de peur, aucun d'eux ne remarqua l'ombre qui passa devant la fenêtre. Sage Rivera faisait sa ronde du soir en tant que bénévole à l'hôpital, et ce qu'elle venait de voir à travers la porte entr'ouverte allait bientôt déclencher une chaîne d'événements qui mettrait à l'épreuve leur nouvelle famille de manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Chapitre 4 Une famille ravivée parfois, le plus grand courage n'est pas de mener des batailles, mais de s'autoriser à espérer à nouveau après que son cœur a été brisé. Les résultats de l'ADN arrivèrent un jeudi matin qui se leva clair et lumineux sur le désert de l'Arizona, livré au bureau d'Ethan dans une enveloppe scellée qui contenait soit la confirmation d'un miracle, soit la destruction de son nouvel espoir. Ses mains tremblèrent en l'ouvrant, et quand il vit les mots « probabilité de paternité, 99,97%, il dut s'asseoir avant que ses jambes ne le lâchent complètement.
Sofia était sa fille. Sa fille brillante, magnifique, parfaite, qui avait hérité de ses yeux et de l'incroyable esprit de Luna. 2 heures plus tard, il se tenait devant le modeste complexe d'appartements de Glandal où Luna et Sofia étaient retournées après sa sortie de l'hôpital. Son cœur battait la chamade avec une nervosité qu'il n'avait pas ressentie depuis ses examens de médecine. À travers leurs fenêtres, il pouvait les voir lire ensemble, Sofia blottie contre sa mère comme si sa place était là, ce qui, bien sûr, était le cas. « Livraison spéciale », dit-il doucement quand Luna ouvrit la porte, brandissant l'enveloppe officielle. « Les résultats ?» Sa voix était à peine un murmure, l'espoir et la peur se battant dans son expression. « J'ai une fille, dit-il, sa voix se brisant d'émerveillement. « Nous avons une fille. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux comme un pont, enjambant 10 ans de séparation et de doute. La main de Luna vola à sa bouche alors que des larmes coulaient sur ses joues, et derrière elle, Sofia apparut avec le radar que possèdent les enfants pour sentir les occasions importantes. « Papa » demanda-t-elle, le mot timide mais plein d'espoir, comme si elle testait sa sonorité sur sa langue. « Oui, ma chérie » dit Ethan en s'agenouillant pour la regarder dans les yeux. « Si tu veux que je le sois. Je le veux plus que tout. » Sofia se jeta dans ses bras avec un tel enthousiasme qu'ils faillirent basculer tous les deux, son petit corps chaud, solide et réel contre sa poitrine. Par-dessus la tête de Sofia, Ethan croisa le regard de Luna et vit le même mélange de joie et de terreur qu'il ressentait dans son propre cœur. Ils étaient une famille maintenant, officiellement et indéniablement, mais la logistique de la fusion de leurs vies séparées semblait écrasante. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Sofia en se reculant pour étudier son visage avec des yeux sérieux qui ressemblaient tant aux siens. « Eh bien, dit Ethan prudemment, j'espérais que vous aimeriez toutes les deux venir rester avec moi pendant un moment. J'ai une maison avec une piscine et un jardin où des géocoucous viennent nous rendre visite chaque matin. » « Vraiment, des géocoucous » Les yeux de Sofia s'illuminèrent de ce genre d'excitation pure que seuls les enfants peuvent ressentir pour de telles merveilles simples. « Tous les matins, confirma Ethan. Ils sont très ponctuels. On peut, maman, s'il te plaît ? Sofia se tourna vers Luna avec des yeux suppliants. Luna hésita et Ethan vit la guerre interne se jouer sur ses traits, le désir de donner à Sofia tout ce qu'elle n'avait jamais eu, luttant avec la peur de dépendre de quelqu'un qu'il avait déjà quitté une fois. Ce ne serait que temporaire, dit-il rapidement. Jusqu'à ce que nous trouvions ce qui est le mieux pour tout le monde. Vous auriez une intimité totale, aucune pression, aucune attente. Juste une chance pour moi d'apprendre à connaître ma fille et d'aider comme je peux. S'il te plaît, maman, dit à nouveau Sofia, et en regardant le visage plein d'espoir de sa fille, Luna ne trouva pas la force de dire non. D'accord, dit-elle doucement. Nous allons essayer pour un petit moment. Le trajet jusqu'à Paradise Valley les emmena à travers certains des quartiers les plus exclusifs de Desert Hope, longeant de vastes propriétés cachées derrière des aménagements paysagers désertiques et des murs artistiques. Sofia colla son nez à la fenêtre de la BMW d'Ethan, les yeux écarquillés d'émerveillement devant le luxe qui les entourait. « C'est ici que tu habites » demanda-t-elle alors qu'il passait les portes d'une superbe maison contemporaine qui semblait émerger du paysage lui-même, tout en lignes épurées et en baies vitrées qui captaient la lumière du désert. « C'est ici que nous habitons » corrigea doucement Ethan. « Pour aussi longtemps que vous le voudrez. » La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il ne l'atteigne et Aurora Carson apparut avec un sourire qui transforma tout son visage. La mère d'Ethan était tout ce dont Luna se souvenait de leur brève rencontre à l'université, chaleureuse, élégante et sincèrement gentille, avec des cheveux argentés qui attrapaient la lumière du soleil et des yeux qui contenaient des décennies de sagesse. « Luna, ma chérie » dit Aurora en l'étreignant comme une fille perdue de vue depuis longtemps. « Bienvenue à la maison. » Derrière elle venait Théo et Sage. Théo ressemblait exactement au souvenir de Luna, doux, réfléchi, avec les mêmes yeux gentils que son frère. Sage avait plus changé. Sa beauté était désormais polie à la perfection d'un magazine, son sourire éclatant mais n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « Et voici Sofia » dit Aurora en s'agenouillant pour se mettre au niveau de sa petite fille. « Oh, mon Dieu, mais tu es magnifique. Tu as les yeux de ton père et l'esprit de ta mère. » Sofia rayonna sous la tension, son charme naturel conquérant immédiatement sa nouvelle famille. Même Sage semblait sincèrement heureuse de la rencontrer, bien que Luna ait décelé quelque chose dans son expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. « J'ai préparé l'aile des invités » dit Sage, sa voix agréable et accueillante. « J'ai pensé que vous apprécieriez d'avoir votre propre espace pendant que vous vous adaptez. » L'aile des invités était plus belle que n'importe quelle maison dans laquelle Luna avait jamais vécu,
avec une chambre principale spacieuse et une chambre attenante qui avait été transformée en paradis pour petites filles. Ethan avait clairement passé la matinée à faire des achats, car l'espace était rempli de livres, de matériel d'art et de jouets qui suggéraient qu'il avait prêté attention au centre d'intérêt de Sophia. « Ça te plaît ?» demanda-t-il nerveusement alors que Sophia explorait son nouvel espace avec un plaisir évident. « C'est comme un palais », souffla Sophia, passant ses doigts sur un chevalet de qualité professionnelle qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de Luna. « Merci, papa. » L'emploi désinvolte de ce mot provoqua un frisson visible chez Ethan, et Luna le vit retenir des larmes de pure joie. Luna le vit retenir des larmes de pure joie. Ce soir-là, toute la famille se réunit pour dîner sur la terrasse qui surplombait le paysage désertique. Tandis que le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel de nuances d'or et de pourpre, Luna ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années, le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'elle-même et Sophia. « Parle-nous de l'école », l'encouragea Aurora. « Qu'est-ce que tu aimes étudier ?»« Les sciences », dit immédiatement Sophia, « surtout la biologie. Je veux être médecin comme papa un jour et aider les enfants malades à guérir. » « C'est merveilleux, » dit Sage, et son intérêt semblait sincère. « Ton père a toujours été brillant en sciences, lui aussi. » Au fil de la soirée, Luna commença à se détendre. Malgré son incertitude persistante à l'idée d'accepter une telle générosité, voir Ethan avec Sophia, la façon dont il écoutait ses histoires, riait de ses blagues, buvait chacune de ses paroles comme si elle récitait de la poésie, faisait que chaque moment de doute en valait la peine. « Au lit, ma chérie, » dit Luna, alors que les bâillements de Sophia devenaient trop fréquents pour être ignorés. « Tu me liras une histoire, papa ?» demanda Sophia, la requête si naturelle qu'elle coupa le souffle à tout le monde. « J'adorerais ça plus que tout au monde, » dit Ethan, la voix rauque d'émotion. Alors qu'il rentrait à l'intérieur, Luna sentit une main douce sur son bras. Sage s'était approché avec un sourire qui semblait chaleureux et accueillant. « Je voulais juste te dire à quel point je suis heureuse qu'Ethan t'ait retrouvé, » dit Sage. « La famille est si importante, et Sophia est clairement une bénédiction pour tout le monde. »« Merci, » dit Luna, bien que quelque chose dans le ton de Sage la mit légèrement mal à l'aise. « C'est très gentil. »« Bien sûr, » dit Sage avec un grand sourire. « Nous sommes une famille maintenant, après tout. Et dans une famille, on prend soin les uns des autres. » Tandis que Sage s'éloignait d'un pas léger, Luna resta seule sur la terrasse avec le sentiment troublant que quelque chose d'important venait d'être communiqué, sans qu'elle puisse tout à fait identifier quoi. Les mots avaient été accueillants, mais le sous-entendu suggérait tout autre chose, un message enrobé de banalité qu'il lui faudrait du temps pour déchiffrer. À l'intérieur, elle pouvait entendre la voix d'Ethan lisant une histoire à Sophia, le rire ravi de leur fille résonnant dans la maison comme une musique. Pour l'instant, cela suffisait. Ils étaient ensemble, ils étaient en sécurité, et ils avaient le temps de comprendre les défis qui les attendaient. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Sage planifiait déjà ces défis, son esprit calculant comment protéger ce qu'elle considérait comme son territoire de ces belles intruses apparues si soudainement dans son monde soigneusement ordonné. Chapitre 5. Les graines de la jalousie. La jalousie est un poison qui transforme l'amour en obsession et la gentillesse en cruauté, faisant de la victime le méchant de sa propre histoire. Sage Rivera avait passé 3 mois à perfectionner son jeu d'actrice, apprenant à sourire tandis que son cœur brûlait de ressentiment face au bonheur qui semblait irradier de chaque recoin du domaine des Carson. De sa position à la fenêtre de la cuisine, elle observait Ethan apprendre à nager à Sophia, sa patience infinie et sa joie évidente un rappel constant de tout ce qu'elle sentait lui glisser entre les doigts. L'amertume s'était accumulée depuis cette première nuit où ils étaient rentrés à la maison en héros conquérants, instantanément aimés et acceptés d'une manière que Sage avait mis 15 ans à essayer d'obtenir. Elle se souvenait de ses propres débuts dans cette famille, la navigation prudente entre les personnalités, la pression constante de se montrer digne, le travail épuisant de se modeler en ce qu'elle pensait qu'il voulait. « Ils ont l'air heureux, » dit Aurora, rejoignant Sage avec un café pour chacune d'elles, sa voix chaleureuse d'une affection sincère pour la scène qui se déroulait au bord de la piscine. « Heureux à en être Béa, » répondit Sage, sa voix soigneusement modulée pour cacher le venin en dessous. « C'est toute une transformation, n'est-ce pas ? Le célibataire endurci et la mère célibataire en difficulté. »« Sophia est un cadeau, » dit fermement Aurora en s'installant sur une chaise à la table du petit déjeuner. Et Luna est exactement ce dont cette famille avait besoin. Elles ont ramené la lumière dans la vie d'Ethan. La lumière. Sage eut envie de rire de l'ironie. Elle avait essayé pendant des années d'être la lumière de quelqu'un, la source de joie et de but de quelqu'un,
pour voir une étrangère arriver et s'approprier sans effort ce qu'elle n'avait jamais pu mériter. L'injustice de la situation lui brûlait la poitrine comme de l'acide. Bien sûr, murmura Sage, ses doigts se resserrant autour de sa tasse de café. Bien qu'il faille admirer le timing. Aurora fronça les sourcils, posant son café avec un léger avertissement dans la voix. Que veux-tu dire? Rien de spécifique, dit Sage d'un geste dédaigneux, bien que son esprit fût déjà en train de travailler sur les insinuations qu'elle voulait semer. C'est juste remarquable la façon dont ces réunions se produisent exactement lorsque les circonstances sont les plus avantageuses. La graine était plantée avec une précision chirurgicale. Pas une accusation, mais une question qui resterait dans le subconscient comme de la fumée, colorant de doute les observations futures. Sage avait appris l'art d'empoisonner les pluies au fil des années passées à naviguer dans des cercles sociaux où la confrontation directe était vulgaire, mais la manipulation subtile un article. Sage, la voix d'Aurora portait un avertissement que la femme plus âgée avait appris à reconnaître. Luna n'a pas cherché Ethan. Leur fille était malade. Bien sûr, acquiesça rapidement Sage, laissant une confusion sincère colorer sa voix. Je ne voulais rien suggérer d'inapproprié. Je trouve simplement les coïncidences fascinantes d'un point de vue statistique. La conversation s'arrêta là, mais Sage vit ces mots prendre racine dans l'expression d'Aurora, vit le minuscule pli d'inquiétude qui suggérait que les instincts protecteurs de sa grand-mère commençaient à s'éveiller. Pas assez pour causer des problèmes immédiats, mais suffisant pour planter des graines de doute qui pourraient être cultivées avec le temps. 3 semaines plus tard, Sage se porta volontaire pour emmener Sophia faire du shopping pour l'école, une offre acceptée avec reconnaissance par Luna, qui s'adaptait encore à la liberté financière que procurait le fait de faire partie de la famille Carson. Sage y vit une occasion de commencer sa campagne psychologique plus sophistiquée. Rien que nous deux, les filles, dit joyeusement Sage alors qu'elles entraient dans la boutique pour enfants haut de gamme de Scottsdale Fashion Square. On va tellement s'amuser ensemble. L'expédition de shopping devint le premier cours magistral de Sage en manipulation psychologique. Elle choisit tenue après tenue, chacune plus chère que la précédente, observant l'inconfort de Sophia grandir à chaque étiquette de prix. C'est trop, dit Sophia, son jeune visage troublé par l'excès qui s'accumulait autour d'elle. Maman dit toujours qu'il faut être reconnaissant mais pas avide. N'importe quoi, rit Sage, mais il y avait une dureté dans son rire qui fit que Sophia se sentit mal à l'aise. Ton père peut se le permettre. La famille Carson a des ressources que la plupart des gens ne peuvent imaginer. Elle regarda Sophia assimiler cette information, vit la confusion et le conflit interne alors que l'enfant tentait de réconcilier les leçons de sa mère sur la modestie avec cette nouvelle réalité de ressources illimitées. Bien sûr, poursuivit Sage, examinant une robe qui coûtait plus que ce que la plupart des familles dépensaient en courses en un mois, ta mère n'est probablement pas habituée à ce style de vie. Une telle abondance peut être écrasante pour les gens issus de milieux plus modestes. Nous n'étions pas pauvres, dit Sophia sur la défensive, sa loyauté envers sa mère s'enflammant. Maman a travaillé très dur pour prendre soin de nous. J'en suis sûr, acquiesça Sage avec une fausse sympathie. Ça a dû être une sacrée lutte de tout gérer seule. Même si je suppose qu'elle a toujours su que. Elle laissa la phrase en suspens, permettant à l'imagination de Sophia de combler des insinuations trop complexes pour que son jeune esprit les saisisse pleinement. Plus tard, devant une glace qui coûtait plus que ce que Luna dépensait pour un repas entier, Sage commença son assaut plus direct contre le sentiment de sécurité de Sophia. Tu sais, dit-elle nonchalamment, je connaissais ton père avant qu'il ne devienne si célèbre. À l'époque où il commençait tout juste son cabinet, avant qu'il n'ait accompli tant de choses. Vraiment? La curiosité de Sophia était immédiate et sincère. Oh oui, dit Sage avec une chaleur nostalgique. Il était assez différent à l'époque. Plus disponible, moins concentré sur les responsabilités familiales. Les mots étaient soigneusement choisis pour suggérer que le dévouement actuel d'Ethan pourrait être temporaire, une nouveauté qui s'estomperait une fois l'excitation de la paternité retrouvée passée. Il a l'air vraiment heureux maintenant, dit Sophia, mais il y avait une question dans sa voix que Sage s'empressa d'exploiter. Il l'est, acquiesça volontiers Sage. Pour l'instant. Mais tu sais, ma chérie, le bonheur des adultes peut être compliqué. Parfois, les gens pensent vouloir une chose, puis découvrent qu'ils préfèrent leur ancienne vie. La conversation se poursuivit pendant une autre heure, Sage plantant magistralement des graines d'insécurité sur la permanence, l'appartenance et la stabilité de leur nouvel arrangement familial. Quand elles rentrèrent à la maison, Sophia était plus silencieuse que d'habitude,
sa joie naturelle obscurcie par des doutes qu'elle était trop jeune pour articuler mais assez grande pour ressentir. Le dîner de famille de ce soir-là fut plus sobre, Sophia picorant sa nourriture et répondant aux questions avec une brièveté inhabituelle. Sage observait avec satisfaction, tandis que Luna jetait des regards de plus en plus inquiets à sa fille. « Comment s'est passé le shopping ?» demanda Ethan, sincèrement intéressé par la première expérience de luxe de sa fille. « Bien, » dit doucement Sophia, sans croiser le regard de personne. « Juste bien, » insista Luna, sentant clairement que quelque chose n'allait pas, « tu étais si excitée ce matin. » Sophia haussa les épaules, poussant la nourriture coûteuse dans son assiette sans appétit. Sage vit son opportunité et frappa avec une précision experte. « Je pense qu'elle se sent peut-être un peu dépassée, » dit Sage avec une fausse inquiétude. Tant de changements, tant de nouvelles expériences. L'ajustement de son ancien style de vie à tout cela, elle fit un geste vers la table élégamment dressée, peut-être assez spectaculaire pour de jeunes esprits. Elle s'adapte à merveille, dit fermement Aurora, mais Sage surprit la lueur d'inquiétude dans ses yeux. Bien sûr qu'elle le fait, acquiesça doucement Sage. Bien que les enfants perçoivent les angoisses des adultes, n'est-ce pas? Ils sentent quand les grands autour d'eux sont incertains quant à l'avenir. Le commentaire fut livré avec une telle sollicitude apparente qu'il fallut un moment pour que sa véritable signification soit comprise. Sage suggérait que les propres doutes de Luna sur leur situation affectaient Sophia, créant une instabilité là où il n'y en avait pas auparavant. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Luna, ses instincts protecteurs s'enflammant. « Rien du tout, » dit rapidement Sage, levant les mains en un déni innocent. « Je voulais simplement dire que les transitions sont difficiles pour toutes les personnes impliquées. Les questions sur la permanence, sur la question de savoir si cet arrangement fonctionnera à long terme, si tout le monde a vraiment sa place ici. Ces incertitudes affectent naturellement les enfants. » Elle avait réussi à planter plusieurs graines de doute en une seule déclaration, remettant en question l'appartenance de Luna, la permanence de leur arrangement de vie, l'authenticité de l'engagement d'Ethan, le tout livré avec une telle sympathie apparente que la confrontation directe semblerait déraisonnable. Plus tard dans la soirée, après que Sophia eut été bordée avec un silence inhabituel qui inquiétait ses deux parents, Sage exécuta son dernier coup de la journée. Elle rencontra Luna dans le couloir, qui revenait d'un long rituel du coucher qui n'avait pas réussi à sortir leur fille de son humeur mystérieuse. Elle semble troublée, observa Sage avec une fausse sympathie. Les enfants ont des cœurs si sensibles, n'est-ce pas? Ils s'inquiètent de choses qu'ils ne comprennent pas entièrement. Quel genre de choses? Demanda Luna, bien qu'une partie d'elle redoutât la réponse. Oh, les préoccupations habituelles des enfants dans des situations de transition, dit Sage, avec un geste dédaigneux qui, d'une manière ou d'une autre, fit grimper l'anxiété de Luna. Savoir si c'est vraiment leur maison ou juste un arrangement temporaire, si l'affection est sincère ou juste une nouveauté. Les mots atteignirent leur cible avec une précision dévastatrice. La plus grande peur de Luna avait toujours été que l'enthousiasme d'Ethan pour la paternité s'estompe une fois l'excitation passée, qu'il devienne une obligation plutôt qu'une joie. « Que suggères-tu exactement » demanda Luna, sa voix soigneusement contrôlée. « Rien du tout, » dit Sage avec de grands yeux innocents. « J'observe simplement que les enfants sont remarquablement perspicaces. Ils sentent les incertitudes des adultes même lorsque nous essayons de les cacher, et naturellement, ils commencent à s'interroger sur leur propre sécurité. » La conversation se termina avec Sage s'éloignant d'un pas léger, laissant Luna seule dans le couloir avec la terrible prise de conscience que ses propres doutes pourraient affecter sa fille. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Sage avait passé l'après-midi à nourrir délibérément ces mêmes doutes dans l'esprit de Sophia, créant le problème qu'elle prétendait maintenant observer. Alors qu'elle se tenait là, dans la maison, Luna ne remarqua pas la petite ombre qui se détacha d'une porte voisine. Sophia avait entendu chaque mot de l'échange, et les graines de doute que Sage avait plantées tout au long de la journée commencèrent à éclore en quelque chose de plus grand et de plus dangereux, une certitude croissante que leur bonheur était trop beau pour être vrai. La campagne de guerre psychologique de Sage avait sérieusement commencé, et sa première victime était la foi d'une fillette de 9 ans en la permanence de l'amour. Chapitre 6. La première frappe. Les armes les plus cruelles sont souvent enrobées de gentillesse, maniées par ceux qui sourient en détruisant tout ce qui vous est cher. 6 mois après leur retrouvaille, le gala de charité annuel de la Fondation Carson était devenu le champ de bataille choisi par Sage. Elle avait passé des semaines à orchestrer chaque détail avec la précision d'une campagne militaire, liste d'invités, plan de table, divertissement, même le code couleur, tout était conçu pour que Luna se sente comme une étrangère parmi l'élite sociale de Desert Hope. L'événement se tenait à l'Arizona Biltmore,
son architecture inspirée de Frank Lloyd Wright offrant une toile de fond d'une élégance sophistiquée qui, Sage le savait, intimiderait quelqu'un venant du milieu de Luna. Elle avait délibérément choisi un thème des « vieilles familles de Desert Hope », célébrant la richesse générationnelle et la position sociale établie. Tout ce que Luna n'était pas. Sage se tenait à l'entrée, accueillant les invités, resplendissante dans une robe sur mesure qui avait coûté plus cher que la plupart des voitures, son sourire éclatant et accueillant tandis que ses yeux calculaient les dynamiques sociales qu'elle s'apprêtait à déchaîner. Chaque détail de son apparence avait été soigneusement conçu pour projeter une sophistication naturelle, de ses bijoux de famille anciens à sa coiffure parfaite qui parlait de générations de bonne éducation. « Luna, ma chérie », dit-elle alors que la petite famille arrivait, faisant la bise tout en évaluant chaque détail de l'apparence de Luna avec la précision impitoyable d'une rédactrice de mode. « Tu es ravissante. Cette robe est charmante. » La pose avant, charmante, était infinitésimale mais délibérément écrasante, suggérant que si Luna avait l'air acceptable, elle ne comprenait clairement pas les exigences sociales de tels événements. Sage avait compté là-dessus. Malgré l'insistance d'Ethan pour lui acheter une tenue appropriée, l'inconfort de Luna face aux étalages ostentatoires de richesse signifiait qu'elle avait choisi quelque chose d'élégant mais de discret parfait pour les dessins de Sage. La robe était magnifique, une soie bleu nuit qui complétait parfaitement le teint de Luna, mais il lui manquait l'étiquette de créateur et le coût évident qui marquait la véritable acceptation sociale dans le monde de Sage. C'était le genre de robe qu'une femme choisissait quand elle voulait paraître appropriée plutôt qu'impressionnante, et Sage archiva cette information comme munition pour plus tard. « Merci », dit simplement Luna, refusant de mordre à l'hameçon mais clairement consciente du sous-entendu dans l'accueil de Sage. Sa main se resserra légèrement sur celle de Sophia, un geste protecteur que Sage nota avec satisfaction. Sophia ressemblait à une princesse dans sa robe, mais Sage remarqua comment elle restait près de sa mère, toujours affectée par les doutes qui avaient été soigneusement nourris au cours des derniers mois. L'enfant qui avait autrefois été effervescente de confiance montrait maintenant des signes de l'insécurité que Sage cultivait depuis des mois par une subtile manipulation psychologique. La salle de bal était remplie de la vieille garde de Desert Hope, des familles dont les noms ornaient des ailes d'hôpitaux et des bâtiments universitaires, dont les enfants fréquentaient les mêmes écoles exclusives depuis des générations. Sage avait stratégiquement placé plusieurs des anciennes petites amies d'Ethan parmi les invités, des femmes qui avaient grandi dans ce monde et en comprenaient les règles tacites aussi naturellement que la respiration. La liste des invités elle-même était une arme, soigneusement élaborée pour maximiser l'inconfort de Luna. Sage avait invité chaque femme avec qui Ethan était sorti sérieusement, chaque ami de la famille qui se souvenait de lui en tant que célibataire, chaque contact social qui comparait naturellement sa situation actuelle à son ancien style de vie. Elle avait orchestré un parcours du combattant de jugement déguisé en événement caritatif. Ethan Carson, la voix de Victoria Langston traversa la pièce comme une cloche, attirant l'attention sur leur petit groupe. Victoria était l'arme secrète de Sage, grande, blonde, d'une élégance naturelle et possédant le genre d'assurance décontractée qui vient de ne jamais avoir à s'inquiéter de l'argent ou de l'acceptation sociale. Victoria avait grandi à Paradise Valley, fréquenté la même école préparatoire que les cousins d'Ethan et comprenait les hiérarchies tacites de la société de Desert Hope aussi intuitivement que la plupart des gens comprennent la gravité. Elle était aussi la relation la plus sérieuse d'Ethan avant que sa carrière médicale ne consume sa vie, un fait que Sage s'était assuré de rechercher à fond. Victoria, dit Ethan avec une chaleur sincère, son visage s'illuminant du plaisir que l'on éprouve en voyant une vieille amie. Tu es magnifique. Luna, je te présente Victoria Langston. Victoria, voici Luna Martinez et ma fille Sophia. La présentation était parfaitement polie, mais Sage observa la réaction de Victoria avec la satisfaction d'un maître d'échecs regardant un adversaire tomber dans un piège soigneusement préparé. Le sourire de Victoria était chaleureux et sincère, mais ses yeux contenaient le genre d'évaluation que les femmes de sa classe utilisaient pour classer les gens dans leurs strates sociales appropriées. « Ta fille » répéta Victoria, sa voix portant juste la bonne note de surprise mêlée de délice. « Comme c'est merveilleux. Elle est absolument magnifique. Ses yeux. Ce sont indubitablement des yeux de Carson. » Sage vit le commentaire s'inscrire sur le visage de Luna, vit le léger raidissement qui suggérait une prise de conscience croissante d'être évaluée et jugée insuffisante. L'hypothèse décontractée de familiarité de Victoria avec la génétique familiale était à la fois accueillante et excluante, suggérant une connaissance intime de l'histoire familiale que Luna ne pouvait pas partager. Et voici Sage Rivera, la femme de Théo, poursuivit Ethan avec les présentations, sa voix portant le genre de fierté familiale qui fit gonfler le cœur de Sage d'une satisfaction temporaire. Comme c'est impressionnant, dit Victoria, son ton suggérant un respect sincère pour les réalisations sociales de Sage.
L'admiration dans sa voix était exactement ce que Sage désirait depuis des années, la reconnaissance de ses contributions au statut social de la famille. La famille Rivera a toujours été si engagée civiquement. Ta mère et moi siégeons ensemble au conseil d'administration du musée. Le commentaire était parfaitement calculé pour mettre en évidence les relations sociales que Sage possédait et que Luna n'avait pas. Il parlait de générations d'engagement civique, de réseaux familiaux qui remontaient à des décennies, du genre de capital social intégré qui ne pouvait être acquis ni par le mariage ni par la réussite seule. Sage vit l'observation s'inscrire sur le visage de Luna, observa le léger resserrement autour de ses yeux qui suggérait un inconfort croissant face à son statut d'étrangère. Chaque interaction soigneusement conçue visait à renforcer le message que Luna n'appartenait pas à ce monde, que sa présence ici était temporaire et conditionnelle. Au fil de la soirée, Sage orchestra une série d'interactions apparemment innocentes destinées à souligner le manque de familiarité de Luna avec ce monde. Les conversations se dirigeaient naturellement vers des sujets qui nécessitaient une connaissance d'initiés, des écoles exclusives qui exigeaient des relations familiales pour l'admission, des événements caritatifs qui demandaient des contributions financières importantes, des destinations de vacances qui parlaient de richesses héritées plutôt que de succès mérités. Le programme de voile pour enfants au Yacht Club est excellent, suggéra Eleanor et, une autre vieille amie dont Sage avait spécifiquement requis la présence. Eleanor avait grandi en passant ses étés à San Diego, ses hivers à Scottsdale, et comprenait les migrations saisonnières des familles riches de Desert Hope aussi naturellement que les oiseaux migrateurs comprennent les schémas de vol. Bien que je suppose qu'il y ait une sacrée liste d'attente. Ces clubs peuvent être si particuliers quant à leurs membres. Le commentaire fut livré avec un enthousiasme vif, comme si Eleanor était sincèrement excitée de partager des informations utiles sur les opportunités éducatives pour Sophia. Mais Sage capta l'accent subtil sur « particulier quant à leurs membres », l'implication que l'adhésion au club exigeait plus que de simples ressources financières, elle exigeait des lettres de noblesse sociale qui ne pouvaient être achetées. « Nous ne sommes pas vraiment des gens de bateau », dit Luna avec une dignité tranquille, mais Sage surprit la rougeur d'embarras qui colora ses joues. L'aveu la marquait comme quelqu'un de peu familier avec les activités de loisirs qui définissaient le calendrier social de Desert Hope. Bien sûr que non, dit Eleanor avec une compréhension éclatante qui réussit à être plus insultante qu'un rejet direct. Tout le monde ne grandit pas au bord de l'eau. Bien que Sophia pourrait aimer apprendre. Les enfants s'adaptent si vite à de nouveaux environnements. L'observation flotta dans l'air comme une classification sociale, marquant Luna comme quelqu'un qui n'avait pas été élevé avec les privilèges que les autres compagnes d'Ethan prenaient pour acquis, tout en suggérant que Sophia pourrait être capable de transcender les limitations de sa mère grâce à une exposition appropriée à des influences supérieures. Le chef-d'œuvre de Sage eut lieu pendant la vente aux enchères silencieuses, où elle avait stratégiquement placé des articles avec des mises de départ qui mettraient à rude épreuve la plupart des budgets normaux, mais qui étaient de l'argent de poche pour la famille Carson. Le catalogue de la vente se lisait comme un guide du luxe, maison de vacances à Aspen, dégustation de vin privé à Napa, pièces d'art exclusives de galeries dont la plupart des gens n'avaient lu que dans les magazines. Elle observa Luna étudier les fiches d'enchères avec une alarme croissante, calculant clairement des coûts qui lui auraient semblé impossibles quelques mois auparavant. Les prix n'étaient pas seulement chers, ils étaient nonchalamment, négligemment chers, le genre de montant que les gens dans cette pièce dépensaient pour un week-end de divertissement sans y penser à deux fois. La maison de vacances à Aspen est charmante, commenta nonchalamment Sage, apparaissant à l'épaule de Luna alors qu'elle étudiait les articles de la vente avec l'attention concentrée de quelqu'un essayant de déchiffrer une langue étrangère. Bien que, bien sûr, les frais d'entretien puissent être astronomiques. Certaines personnes trouvent que posséder plusieurs propriétés est plus un problème qu'autre chose. Le commentaire était conçu pour suggérer que Sage parlait d'expériences personnelles avec de telles propriétés, que le genre de richesse requis pour entretenir des maisons de vacances était un territoire familier pour la famille Carson. C'était un étalage décontracté de supériorité financière enveloppé dans une sollicitude serviable. J'imagine que oui, dit prudemment Luna, clairement dépassée dans un monde où les maisons de vacances étaient des acquisitions occasionnelles plutôt que des rêves impossibles. Sa voix portait la neutralité prudente de quelqu'un essayant de ne pas révéler son ignorance complète du sujet. Bien sûr, l'ancienne petite amie d'Ethan, Olivia, avait un goût si merveilleux pour les propriétés, poursuivit Sage avec une nostalgie apparente, sa voix portant juste la bonne note de souvenir mélancolique. Elle comprenait le potentiel d'investissement de l'immobilier dans les communautés de villégiature établies. Un œil si sophistiqué pour ces choses. La référence à Olivia était délibérément choisie. Sage s'était assuré de tout savoir sur chaque femme du passé d'Ethan, cataloguant leurs avantages sur Luna comme des armes dans un arsenal. Olivia avait été riche par elle-même,
le genre de femme qui pouvait égaler le succès d'Ethan avec des ressources héritées plutôt que de dépendre de sa générosité. J'en suis sûr, dit Luna, mais Sage entendit la tension dans sa voix, le poids croissant des comparaisons avec des femmes qui semblaient s'intégrer à ce monde d'une manière qu'elle ne le pourrait jamais. Chaque référence aux relations passées d'Ethan était un autre rappel que Luna était une anomalie dans son histoire romantique, différente du genre de femme qu'il avait choisi lorsqu'il était laissé à ses propres préférences. La pièce maîtresse de la soirée fut le discours de Sage sur la mission de la Fondation Carson, prononcé depuis le podium avec une grâce experte et une familiarité évidente avec la prise de parole en public. Elle avait passé des semaines à rédiger le discours, s'assurant de faire référence à ses années de service aux intérêts caritatifs de la famille, à sa profonde compréhension de leurs valeurs et traditions, à son rôle de pont entre leur générosité privée et la reconnaissance publique. La famille Carson a toujours cru que le privilège s'accompagne de responsabilités, dit Sage, son regard trouvant Luna dans le public avec une précision laser. Ceux d'entre nous qui ont été bénis avec des ressources et des opportunités ont l'obligation de partager ces bénédictions avec d'autres moins fortunés. Les mots étaient parfaitement choisis pour positionner Luna comme une bénéficiaire de la générosité des Carson plutôt qu'un membre de la famille, quelqu'un à aider plutôt que quelqu'un qui appartenait. Sage insista sur « ceux d'entre nous » pour créer une distinction claire entre les membres de la famille et les cas de charité, entre les personnes qui avaient mérité leur place et celles à qui on avait accordé l'hospitalité. Elle vit le coup direct s'inscrire sur le visage de Luna, observa la façon dont ses épaules se tendirent en reconnaissance de l'insulte subtile. Le discours se poursuivit pendant encore 10 minutes, chaque phrase soigneusement conçue pour renforcer le message que la charité était noble mais temporaire, que la générosité avait des limites, que l'acceptation dans leur monde exigeait plus que le simple besoin. Mais le véritable coup de maître de Sage eut lieu lors de la réception finale de la soirée, lorsqu'elle orchestra une conversation qui briserait complètement la confiance de Luna. Elle s'était positionnée près de la table des desserts, où plusieurs amis de la famille plus âgés discutaient du succès de la soirée, leur voix portant l'autorité de personnes qui avaient vu la société de Desert Hope évoluer pendant des décennies. Une si charmante famille, commenta Isabella Carson, la grand-tante d'Ethan, sa voix portant le poids de quelqu'un qui avait assisté à 4 générations de développement de la famille Carson. Isabella était la parfaite complice involontaire de Sage, assez âgée pour parler sans filtre, assez respectée pour que ses opinions aient du poids, et assez naïve pour ne pas réaliser qu'elle était manipulée. En effet, acquiesça chaleureusement Sage, sa voix calibrée pour porter juste à la bonne distance sans paraître délibérément forte. Ethan semble tout à fait épris de sa nouvelle situation. Nouvelle situation, répéta Isabella avec la légère confusion qui accompagnait parfois son âge avancé, son esprit luttant pour traiter les changements rapides dans des schémas familiers. Je suppose que tout cela est assez soudain, n'est-ce pas? Après toutes ces années d'indépendance, le voilà soudain homme de famille. Soudain en effet, dit Sage avec une inquiétude soigneusement modulée, sa voix portant juste assez de préoccupation pour planter des graines de doute sans paraître malveillante. On espère que c'est une affection sincère plutôt que... Eh bien, on déteste être cynique à ce sujet, mais les circonstances peuvent être si convaincantes. Le commentaire fut livré avec une justesse parfaite, inquiet mais pas accusateur, observationnel plutôt que sentencieux. Sage avait appris à semer le doute par des questions plutôt que par des affirmations, permettant aux autres de tirer leurs propres conclusions tout en maintenant une innocence plausible. Quel genre de circonstances? Demanda Isabella avec la franchise qui venait de décennies d'observation sociale, sa voix portant clairement à travers la zone de réception. Sage jeta un coup d'œil autour d'elle comme pour s'assurer de l'intimité, puis se pencha plus près avec une fausse réticence, sa voix baissant jusqu'à un murmure confidentiel qui portait en fait plus loin qu'une conversation normale. Eh bien. Une mère célibataire en difficulté, un médecin à succès, un enfant qui a besoin de sécurité financière. On peut voir comment les considérations pratiques pourraient l'emporter sur le sentiment purement romantique. L'insinuation flotta dans l'air comme un gaz toxique, suggérant que les sentiments de Luna pourraient être motivés par le désespoir financier plutôt que par un amour sincère. Sage savait que l'ouïe d'Isabella n'était pas parfaite, savait qu'elle parlerait plus fort que nécessaire, savait que la conversation parviendrait aux auditeurs voisins, y compris Luna elle-même. « Oh, mon Dieu !» dit Isabella avec une inquiétude croissante, sa voix portant en effet à travers la zone de réception avec la clarté de quelqu'un qui ne réalisait pas qu'elle diffusait des ragots de famille. « Je n'avais pas considéré. » Eh bien, je suppose que ces situations modernes peuvent être assez complexes. Sage vit ces mots atteindre leur cible avec une précision dévastatrice. Le visage de Luna devint blanc en entendant la conversation, comprenant immédiatement que ses motivations étaient remises en question,
que son amour pour Ethan était réduit à de l'arrivisme vénal par des gens qui la connaissaient à peine mais se sentaient qualifiés pour juger son caractère. La conversation se poursuivit pendant encore quelques minutes, Sage nourrissant Isabella juste assez de doutes pour maintenir la spéculation tout en conservant sa propre apparence de préoccupation réticente. Chaque mot était soigneusement choisi pour maximiser les dégâts tout en préservant sa propre réputation de personne simplement soucieuse du bien-être de la famille. Le coup final fut porté alors que les invités se préparaient à partir, lorsque Sage s'approcha de Luna avec une fausse sympathie peinte sur ses traits parfaitement maquillés. Elle avait choisi ce moment pour un impact maximal, lorsque Luna serait émotionnellement épuisée par des heures de guerre sociale déguisées en célébration caritative. « J'espère que vous avez passé une bonne soirée », dit-elle avec une sollicitude éclatante, sa voix portant le genre de chaleur condescendante qui faisait que chaque mot ressemblait à de la condescendance. Je sais que ces événements peuvent être écrasants pour les gens qui ne sont pas habitués à ce niveau de complexité sociale. Le commentaire était parfaitement conçu pour suggérer que l'inconfort de Luna était dû à sa propre inadéquation plutôt qu'à la manipulation délibérée de Sage. Il positionnait les défis sociaux de la soirée comme des conséquences naturelles des différences de classe plutôt que comme des obstacles conçus pour créer exactement ce genre de détresse. Ce fut éducatif, répondit prudemment Luna, sa dignité intacte malgré les coups émotionnels qu'elle avait endurés tout au long de la soirée. Sa voix portait la neutralité contrôlée de quelqu'un qui avait appris à ne pas donner à ses ennemis de munitions supplémentaires. J'en suis sûr, acquiesça Sage avec une chaleur condescendante, son sourire ne faiblissant jamais malgré la cruauté de ses intentions. S'il vous plaît, ne laissez pas les commérages vous troubler. Les gens de nos cercles adorent spéculer sur les nouvelles relations, surtout lorsque les circonstances semblent pratiques. Le mot « pratique » atterrit comme une gifle, portant toutes les insinuations que Sage avait construites tout au long de la soirée. Elle avait réussi à suggérer que la relation de Luna avec Ethan était basée sur l'opportunisme financier plutôt que sur l'amour, que sa présence dans leur famille était temporaire et motivée par le désespoir plutôt que par un sentiment sincère. Alors que Luna rassemblait Sophia et se préparait à partir, Sage observa avec satisfaction sa campagne de guerre psychologique remporter sa première victoire majeure. La femme confiante qui était entrée au gala repartait diminuée, remettant en question ses propres motivations et sa place dans la famille Carson. Mais Sage avait sous-estimé la profondeur de l'amour qui liait Ethan à Luna et Sophia. Sa victoire s'avérerait temporaire, et les tactiques qu'elle avait employées deviendraient bientôt les armes de sa propre destruction. La guerre pour l'âme de la famille Carson avait sérieusement commencé, et la première bataille avait été gagnée par la cruauté déguisée en observation sociale. Chapitre 7. La toile de mensonge commence à se tisser. Le désespoir engendre la créativité dans l'art de la destruction, transformant des personnes autrement raisonnables en architectes de leur propre chute. L'addiction au jeu du docteur Miles Harper lui avait déjà coûté son mariage, sa relation avec ses enfants et la plupart de ses biens. Mais il fallut la visite de Sage Rivera pour qu'il réalise qu'elle pourrait aussi lui coûter sa licence médicale. Assis dans son bureau à l'hôpital général de Desert Hope à minuit et demi, fixant des avis de recouvrement qui peignaient sa situation financière en chiffres crus et impitoyables, il se sentait comme un homme se noyant dans les dettes sans espoir de sauvetage. Le coup frappé à sa porte le tira de ses calculs de désespoir. « Entrez », lança-t-il, s'attendant à voir un des résidents de nuit avec une demande de consultation. Au lieu de cela, Sage Rivera entra dans son bureau comme un ange vengeur vêtu de haute couture, sa présence transformant immédiatement l'espace minable en quelque chose qui semblait important et dangereux. « Docteur Harper », dit-elle doucement, s'installant dans le fauteuil en face de son bureau sans y être invitée. « J'espère que vous me pardonnerez l'heure tardive. Je dois discuter d'une affaire sensible qui requiert votre expertise particulière. » Harper étudia la femme en face de lui, la reconnaissant comme l'épouse de Theo Carson, belle-sœur du chirurgien pédiatrique de renom dont la réputation était légendaire dans les cercles médicaux de Desert Hope. Sa présence dans son modeste bureau semblait surréaliste, comme trouver un bijou dans une décharge. « Comment puis-je vous aider » demanda-t-il prudemment, bien que quelque chose dans ses manières déclencha des sonnettes d'alarme dans son cerveau. Sage ouvrit son sac à main et en sortit un chèque de banque, le posant sur son bureau avec la précision de quelqu'un abattant une quinte flush royale. Le montant écrit en script élégant fit que Harper retint son souffle, assez pour couvrir ses dettes les plus pressantes et lui acheter du temps pour reconstruire sa vie en ruine. « J'ai besoin d'aide pour une affaire de famille », dit Sage avec la franchise calme de quelqu'un habitué à acheter des solutions à des problèmes complexes. Plus précisément, j'ai besoin d'aide pour protéger mon beau-frère d'une fraude potentiellement dévastatrice. Les mains de Harper tremblaient alors qu'il fixait le chèque,
l'espoir et la terreur se livrant bataille dans sa poitrine comme des armées opposées. Quel genre de fraude? Le genre impliquant de fausses déclarations de paternité, dit Sage, sa voix portant juste le bon mélange d'inquiétude et de détermination. Une femme est apparue, prétendant que sa fille appartient à mon beau-frère, exigeant soutien et reconnaissance pour un enfant qui ne pourrait pas être le sien. Elle tissa sa toile de mensonges avec une habileté magistrale, dépeignant Luna comme une opportuniste calculatrice qui avait ciblé Ethan pour sa richesse et son succès. Selon le récit fictif de Sage, Luna avait fait des recherches sur les médecins célibataires à succès de Desert Hope, choisi Ethan comme sa cible et fabriqué une histoire élaborée sur leur supposée romance universitaire. La vraie tragédie, continua Sage avec une fausse sympathie, c'est que mon beau-frère désire si désespérément être père qu'il est prêt à croire des mensonges évidents. Sa gentillesse est utilisée contre lui par quelqu'un qui voit des signes de dollars là où il voit une famille. Harper se retrouva à hocher la tête, son désespoir le rendant susceptible à tout récit justifiant l'acceptation de l'argent qui pourrait sauver sa carrière. Sage avait lu son profil psychologique à la perfection, comprenant que les toxicomanes étaient des experts pour rationaliser des décisions terribles lorsque les enjeux étaient suffisamment élevés. « Que me demandez-vous de faire exactement » demanda Harper, bien qu'il sût déjà que la réponse le damnerait. « J'ai besoin que vous fassiez des tests ADN sur des échantillons que je vous fournirai, dit simplement Sage. Et j'ai besoin que les résultats reflètent la vérité, à savoir que cet enfant n'est pas lié à mon beau-frère. » Elle sortit 2 flacons scellés de son sac, étiquetés avec une précision clinique. Échantillons de cheveux des 2 parties. J'ai besoin de documents officiels qui tiendront la route en cas d'examen. Harper fixa les flacons, comprenant que les accepter franchirait une ligne qu'il ne pourrait jamais défranchir. Mais le chèque sur son bureau représentait le salut face au désastre financier qui menaçait de détruire ce qui restait de sa vie. Cela pourrait mettre fin à ma carrière si quelqu'un le découvrait, dit-il faiblement, une dernière protestation contre l'inévitable. Personne ne découvrira rien, l'assura Sage avec une confiance experte. Je suis très doué pour garder les secrets, Dr Harper. Et vous serez très doué pour oublier que cette conversation a jamais eu lieu. Au cours de la semaine suivante, Harper travailla à falsifier les résultats ADN avec le même souci du détail qu'il avait autrefois apporté à la recherche médicale légitime. Sage lui avait fourni du matériel de laboratoire authentique et des formulaires officiels, rendant la contrefaçon indiscernable des tests authentiques. Son addiction au jeu lui avait appris à être créatif sous pression, et maintenant cette créativité était appliquée à la destruction d'une famille innocente. Ce que Harper ne savait pas, c'est que chacun de ses mouvements était observé par le docteur Emily Wong, la chef des services de laboratoire, qui enquêtait sur des irrégularités dans les procédures de test. Ses soupçons avaient été éveillés par la présence inhabituelle de Harper tard dans la nuit au laboratoire et ses demandes de matériel qui ne correspondaient à aucune commande de travail officielle. La nuit où Harper termina sa falsification, le docteur Wong menait sa propre surveillance depuis le laboratoire adjacent. À travers la fenêtre intérieure, elle le regarda sceller des documents frauduleux dans des enveloppes officielles, son visage un masque de dégoût de soi et de désespoir. « Que fais-tu, Miles » se murmura-t-elle, le cœur brisé pour un collègue dont elle observait impuissante la descente aux enfers depuis des mois. Le docteur Wong prit une décision qui allait tout changer. Elle accéda discrètement au système informatique du laboratoire et effectua sa propre analyse ADN sur les échantillons de cheveux que Harper avait reçus, en utilisant un équipement qu'il n'avait pas réalisé être surveillé par des caméras de sécurité. Les résultats authentiques montrèrent une probabilité de paternité de 99,97%, une preuve concluante qu'Ethan Carson était bien le père biologique de Sophia. Alors qu'elle imprimait les vrais résultats et les scellait dans une enveloppe sécurisée, le docteur Wong sentit le poids des responsabilités morales s'abattre sur ses épaules. Elle avait la preuve d'une fraude criminelle, mais la dénoncer l'obligerait à se présenter comme témoin contre des personnes puissantes qui pourraient détruire sa carrière d'un simple coup de fil. Le lendemain matin, Sage arriva au bureau de Harper pour récupérer son arme de destruction massive, son visage rayonnant d'anticipation du chaos qu'elle s'apprêtait à déchaîner. « Travail parfait », dit-elle avec satisfaction en examinant les documents falsifiés. « Ceux-ci serviront leur but à merveille. »« Que se passe-t-il maintenant » demanda Harper, incapable de croiser son regard. « Maintenant, justice est faite », dit Sage avec une conviction vertueuse qui aurait été admirable si elle n'était pas basée sur des mensonges complets. Un homme innocent est protégé de l'exploitation et une fraude est démasquée avant que plus de dégâts ne soient causés. En quittant l'hôpital avec ses preuves falsifiées, Sage ressentit une vague de triomphe qui s'avérerait de courte durée. Elle n'avait aucune idée que le docteur Wong se préparait déjà à dénoncer son stratagème,
armé de résultats ADN authentiques et d'images de sécurité qui prouveraient les actions criminelles de Harper. Harper, quant à lui, était assis seul dans son bureau, fixant le chèque de banque qui avait acheté son âme, mais comprenant trop tard que certains pactes avec le diable ont des conséquences qu'aucune somme d'argent ne peut réparer. Le décor était planté pour la trahison la plus dévastatrice que la famille Carson ait jamais connue. Mais la vérité a une façon de faire surface, peu importe à quelle profondeur elle est enterrée sous les mensonges et le désespoir. La toile de tromperie de Sage était sur le point de s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. Chapitre 8. La trahison dévastatrice. Le poison le plus mortel est toujours servi avec du miel, délivré par ceux qui sourient en détruisant votre monde. Sage choisit son moment avec la précision calculée d'un maître stratège, attendant qu'Ethan soit appelé pour une chirurgie d'urgence qui le tiendrait occupé pendant des heures. La famille s'était réunie pour son dîner mensuel, le crépuscule du désert peignant le ciel d'aquarelle tandis qu'ils partageaient des histoires et des rires sur la terrasse surplombant les lumières scintillantes de Desert Hope. Luna regarda Sophia aider Aurora à arranger des fleurs du jardin, leurs têtes penchées ensemble en pleine concentration, et ressentit un contentement qui semblait encore miraculeux après 9 mois de construction familiale minutieuse. Les doutes que Sage nourrissait étaient toujours présents, comme des ombres en marge de son bonheur, mais des moments comme ceux-ci lui faisaient croire qu'ils avaient vraiment leur place ici. « Où est oncle Ethan » demanda Sophia, jetant un coup d'œil à sa chaise vide. « Il m'a promis de m'aider avec mon projet de science après le dîner. »« Opération d'urgence » expliqua Luna. Un petit garçon a été admis avec des complications suite à une crise d'appendicite. C'est tout Ethan, ça, dit Aurora avec une fierté affectueuse. Même en dehors de son service, il ne peut pas dire non à un enfant qui a besoin d'aide. Sage était restée inhabituellement silencieuse tout au long de la soirée, son sourire parfait masquant l'anticipation qui montait dans sa poitrine comme la pression dans un volcan. Finalement, elle se leva avec une expression de détermination sinistre qui fit taire tout le monde. En fait, je suis contente que nous ayons un peu d'intimité, dit-elle, sa voix chargée d'une autorité qui commandait l'attention. Il y a quelque chose que je dois partager avec vous tous. La chaleur douce de la soirée s'évapora comme l'humidité dans la chaleur du désert. Luna sentit son estomac se nouer d'un pressentiment, reconnaissant quelque chose de prédateur dans la posture de Sage. « Sage, ma chérie » commença Aurora, sentant clairement le danger. « Ce n'est peut-être pas le moment. »« C'est exactement le moment », l'interrompit Sage, sa voix portant une froideur d'acier qu'aucun d'eux n'avait jamais entendue. Avant que cette supercherie ne continue plus longtemps. Elle se dirigea vers son sac à main et en retira une enveloppe d'aspect officiel, la tenant comme une arme alors qu'elle faisait face à la famille assemblée. J'ai mené quelques recherches sur Mademoiselle Martinez et ses affirmations concernant la filiation de Sophia, dit Sage. Le sang de Luna se glaça. Quel genre de recherche, demanda Luna. Le genre que tout membre de la famille responsable mènerait lorsque des étrangers apparaissent en prétendant être des parents perdus de vue depuis longtemps, dit Sage avec une fausse droiture. J'ai engagé un détective privé pour vérifier les faits. Sage, c'est complètement déplacé, dit Théo, sa voix tranchante de désapprobation et d'une alarme croissante. Ethan et Luna ont géré leur situation. Vraiment? Sage rit, un son semblable à du cristal brisé. Où avons-nous tous participé à une fraude élaborée? Elle déchira l'enveloppe avec une précision théâtrale, en sortant les résultats ADN falsifiés que le docteur Harper avait créés. Voici les résultats officiels d'une analyse de laboratoire indépendante sur des échantillons d'ADN d'Ethan et de Sophia, annonça Sage. Aurora se leva brusquement, le visage pâle alors qu'elle comprenait de plus en plus ce qui se passait. Sage, qu'as-tu fait? Demanda Aurora. Ce que quelqu'un aurait dû faire il y a des mois, dit Sage, sa voix s'élevant d'une indignation fabriquée. Protéger cette famille d'une femme qui a vu une opportunité et l'a saisie à deux mains. Elle brandit les faux résultats, sa voix portant à travers la terrasse avec une clarté dévastatrice. Selon cette analyse de laboratoire certifiée, il y a une probabilité de 0% qu'Ethan Carson soit le père biologique de Sophia. Les mots détonnèrent comme des explosifs, laissant la famille stupéfaite et chancelante. Sophia, qui avait écouté avec une confusion croissante, devint soudainement très immobile, ses petites mains figées sur les fleurs qu'elle arrangeait. « C'est impossible, » murmura Luna, le teint blême. « Ça ne peut pas être vrai. »« Je crains que la science ne soit tout à fait concluante, » dit Sage avec une fausse sympathie, sa performance digne d'un Oscar. « L'enfant n'est pas la fille d'Ethan. Elle ne l'a jamais été. »« Maman ?» La voix de Sophia était petite et effrayée. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»
Luna sentit son monde s'effondrer comme un château de sable frappé par un tsunami. Le test ADN qu'Ethan avait fait des mois auparavant avait confirmé la filiation de Sophia. Elle avait vu sa joie, ressenti sa certitude, construit leur nouvelle vie sur cette fondation. Mais face à ce document d'aspect officiel et aux accusations confiantes de Sage, le doute commença à s'infiltrer dans son esprit comme un poison. « Je ne comprends pas, dit-elle, la voix brisée. Ethan a fait des tests. Les résultats étaient positifs. Les résultats étaient ce dont vous aviez besoin qu'ils soient, dit Sage avec une cruauté dévastatrice. C'est incroyable ce que le désespoir peut accomplir lorsqu'il est associé à l'opportunité. L'insinuation était claire et brutale, Luna avait d'une manière ou d'une autre manipulé les résultats du test original, toute leur réunion n'avait été qu'une tromperie élaborée pour piéger un homme riche à travers son désir de famille. « Comment osez-vous » dit Aurora, se levant, la fureur brillant dans ses yeux. « Comment osez-vous attaquer cette famille avec vos soupçons et vos accusations ?»« Je protège cette famille » rétorqua Sage, son masque de sollicitude glissant enfin pour révéler la laide jalousie en dessous. D'une femme qui est apparue exactement au bon moment, avec exactement la bonne histoire pour capturer le cœur et le portefeuille d'un homme seul. « Ce n'est pas vrai » dit Luna désespérément, mais sa voix manquait de conviction, le document officiel entre les mains de Sage semblant se moquer de tout ce qu'elle savait être réel et vrai. Théo arracha les papiers des mains de Sage, les étudiant avec une horreur croissante. La contrefaçon était parfaite, indiscernable des résultats de laboratoire authentiques. « Ça a l'air légitime » dit-il doucement. Chaque mot était un nouveau clou dans le cercueil de Luna. « Bien sûr qu'ils sont légitimes » dit Sage triomphalement. « J'ai engagé le laboratoire le plus réputé de Desert Hope. Ils ont confirmé ce que n'importe quel observateur objectif aurait pu voir dès le début. »« Arrête !» s'écria soudain Sophia, des larmes coulant sur son visage alors que la conversation des adultes pénétrait enfin sa confusion. « Arrête de dire des choses méchantes sur ma maman. » La vue de la détresse de sa fille transperça le choc de Luna comme un éclair. Quoi qu'il se passe ici, quel que soit le jeu cruel auquel Sage jouait, Sophia ne méritait pas d'être prise entre les feux des machinations des adultes. « Nous partons » dit Luna doucement, prenant sa fille dans ses bras avec des mains tremblantes. « Luna, attends » plaida Aurora, sa voix brisée par la confusion et la douleur. « Discutons rationnellement. Il doit y avoir une explication. » L'explication, c'est que je suis une menteuse et une fraudeuse, dit Luna amèrement, le poison de Sage ayant enfin atteint sa cible. Du moins, selon votre belle-fille. Elle porta Sophia vers la maison, sa dignité en lambeaux mais la colonne vertébrale droite de fierté. Derrière elle, elle pouvait entendre des disputes animées éclater entre les membres de la famille, Aurora la défendant tandis que Théo exigeait des réponses de sa femme. Dans leur belle chambre d'amis, Luna fit leur valise avec des mains qui tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine plier les vêtements. Chaque objet ressemblait à un adieu à un rêve qui avait été trop parfait pour durer. « Pourquoi on part ?» sanglota Sophia. « Je croyais que c'était notre maison maintenant. Je croyais que papa nous aimait. » Parfois, les adultes font des erreurs, dit Luna, sa voix stable malgré les larmes qui coulaient sur son visage. Et parfois, les rêves ne se réalisent pas comme on l'espère. Elle écrivit une lettre à Ethan avec des mains qui tremblaient si violemment qu'elle pouvait à peine tenir le stylo. Ethan, je ne comprends pas ce qui s'est passé ce soir, mais je ne peux pas soumettre Sophia à plus de confusion et de douleur. Les résultats ADN que Sage a présentés contredisent tout ce que nous croyons être vrai, et je ne peux pas rester ici pendant que la famille remet en question mon caractère et mes motivations. Je n'ai jamais voulu votre argent ou votre statut. Je voulais seulement que Sophia connaisse son père. Mais s'il y a un doute sur sa filiation, s'il y a la moindre question sur mon honnêteté, alors il vaut mieux pour tout le monde que nous disparaissions. S'il te plaît, ne nous cherche pas. Sophia mérite la paix et la stabilité, pas le chaos qui semble nous suivre partout où nous allons. Je suis désolé pour toute la douleur que cela t'a causée. Ce que nous avions était magnifique, même si ce n'était pas réel. Luna alors qu'elle se glissait dans la nuit du désert, Sophia s'accrochant à son lapin en peluche et Luna portant leur sac fait à la hâte, aucune d'elles ne vit le docteur Emily Wong assise dans sa voiture de l'autre côté de la rue. Elle tenait les résultats ADN authentiques dans ses mains, des larmes de rage coulant sur son visage alors qu'elle regardait les victimes de Sage fuir dans l'obscurité. Sage se tenait à la fenêtre, les regardant partir, la satisfaction inscrite sur ses traits comme une signature sur un arrêt de mort. Elle avait gagné. Les intrus étaient partis et la famille Carson était de nouveau à elle. Mais les victoires construites sur des mensonges ont tendance à s'effondrer lorsque la vérité finit par faire surface.
Et les fondations de Sage étaient sur le point d'être ébranlées par des forces qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. La guerre était finie, mais l'heure des comptes ne faisait que commencer. Chapitre 9, la chasse à la vérité. La vérité est comme l'eau dans le désert, rare et précieuse. Mais lorsqu'elle finit par jaillir, elle a le pouvoir de ramener la vie même dans les paysages les plus arides. Ethan rentra chez lui à 3 heures du matin, épuisé par 9 heures de chirurgie délicate qui avait sauvé la vie d'un garçon de 6 ans. Ses mains portaient encore le léger tremblement qui suit des heures de précision microscopique, mais son cœur était léger, sachant qu'un autre enfant rentrerait chez des parents reconnaissants. La maison semblait différente alors qu'il entrait par le garage. Trop calme, chargé de cette tension qui suit les explosions émotionnelles. Il s'attendait à trouver Luna et Sophia endormies, prévoyait de voler quelques minutes à regarder sa fille dormir et peut-être à discuter tranquillement avec la femme qui avait transformé son existence solitaire en quelque chose de beau et de significatif. Au lieu de cela, il trouva Sage qui l'attendait dans la cuisine, son visage un chef-d'œuvre de fausse sympathie qui fit sonner des alarmes dans son esprit épuisé. « Ethan » dit-elle avec un soupir qui semblait porter le poids d'une terrible nouvelle. « Je suis tellement désolé que tu doives rentrer à la maison et trouver ça. »« Trouver quoi » demanda-t-il, bien que la glace se formait déjà dans sa poitrine. « Où sont Luna et Sophia ?» Sage se lança dans sa performance soigneusement répétée, tissant sa toile de mensonges avec l'habileté de quelqu'un qui avait passé des semaines à en perfectionner chaque détail. Elle produisit les documents falsifiés avec des gestes de regret, dépeignit Luna comme une opportuniste calculatrice qui avait finalement été démasquée, et asséna chaque coup dévastateur avec la précision d'un chirurgien retirant un tissu malade. Pendant qu'elle parlait, Ethan sentit son monde se fissurer morceau par morceau. Les papiers d'aspect officiel dans sa main semblaient se moquer de tout ce qu'il avait cru, de chaque moment de joie qu'il avait vécu avec sa fille, de chaque projet qu'il avait fait pour leur avenir commun. « Ça ne peut pas être vrai, dit-il, la voix creuse de choc. Le test que j'ai fait a montré une paternité positive. Sophia est ma fille. Je sais que c'est difficile à accepter, dit Sage avec une douceur étudiée. Mais tu dois faire face à la vérité. Elle a utilisé ta gentillesse contre toi, t'a dit exactement ce que tu voulais entendre, parce qu'elle a vu un homme seul et prospère qui pouvait lui offrir la sécurité qu'elle n'avait jamais pu donner à sa fille. Ethan fixa les résultats falsifiés jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. Son esprit brillant luttait pour traiter une information qui contredisait chacun de ses instincts. Sophia avait ses yeux, son caractère têtu, son amour de la science. Il la sentait comme sa fille dans chaque cellule de son corps. Où sont-elles parties ? Demanda-t-il doucement. Je ne sais pas, mentit Sage avec aisance. Luna a fait ses valises et est partie. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas rester ici en sachant que sa supercherie avait été exposée. Mais alors même que Sage tissait sa fiction, Ethan trouva la lettre que Luna avait laissée. Et quelque chose dans ses mots lui parut faux. La douleur était trop réelle, la confusion trop sincère. Ce n'était pas l'écriture d'une femme dont l'arnaque avait été découverte. C'était le cœur brisé de quelqu'un qui avait été pris au dépourvu par des accusations qu'elle ne pouvait comprendre. Pendant les 2 jours suivants, Ethan se plongea dans l'enquête avec la précision méthodique qu'il appliquait aux cas médicaux complexes. Il se rendit au laboratoire qui avait prétendument traité les échantillons d'ADN, pour découvrir qu'il n'avait aucune trace d'un test impliquant son nom ou son matériel biologique. « C'est impossible », dit-il au directeur du laboratoire en brandissant les documents falsifiés. « J'ai les résultats ici. » Le directeur examina attentivement les papiers, puis secoua la tête avec une inquiétude croissante. « Docteur Carson, ce ne sont pas nos formulaires. L'entête est similaire, mais le format est complètement faux. Et cette signature ne correspond à aucun de nos techniciens certifiés. » Ethan sentit la première fissure dans l'histoire de Sage. Mais il lui fallait plus de preuves avant de pouvoir agir sur ses soupçons grandissants. Son enquête le mena à l'hôpital général de Desert Hope, où il commença à poser des questions discrètes sur les procédures de test ADN et la sécurité du laboratoire. C'est là que le docteur Emily Wong le trouva, le visage pâle de détermination et les mains agrippant une enveloppe qui semblait brûler d'importance. « Docteur Carson » dit-elle doucement, jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer qu'il n'était pas écouté. « J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'urgent. Quelque chose à propos de votre fille. » Le cœur d'Ethan s'arrêta. « Savez-vous où elle est ? » ?»« Non, mais je sais ce qui lui est arrivé, » dit le docteur Wong, sa voix remplie d'une colère à peine contenue. « Et ce que je vais vous dire va détruire tout ce que vous pensiez savoir sur la semaine passée. » Elle le conduisit dans un coin tranquille de la cafétéria de l'hôpital et lui raconta tout.
la visite nocturne de Sage au docteur Harper, le pot de vin de 50 000 $, les résultats ADN falsifiés qui avaient été créés dans le même laboratoire où des tests authentiques avaient prouvé la filiation de Sophia sans l'ombre d'un doute. Ce monstre, murmura Ethan, fixant les vrais résultats qui confirmaient ce que son cœur avait toujours su. Elle a détruit ma famille avec des mensonges. Le docteur Harper s'est effondré sous le poids de la culpabilité hier, continua le docteur Wong. Il a tout avoué à l'administration de l'hôpital. Il a été licencié et fera face à des poursuites pénales pour fraude. J'ai des images de surveillance de toute la transaction, des conversations enregistrées et les résultats ADN authentiques qui prouvent la filiation de votre fille. Ethan sentit une rage monter dans sa poitrine, une rage qu'il n'avait jamais connue. Sage ne lui avait pas seulement menti. Elle avait délibérément terrorisé un enfant innocent, avait fait fuir la femme qu'il aimait dans la nuit, la laissant croire qu'elle était une usurpatrice, avait instrumentalisé sa propre famille contre les personnes qu'il chérissait le plus. Je dois les retrouver, dit-il, se levant avec une urgence désespérée. Je m'en suis occupé, dit le docteur Wong, sortant un morceau de papier de sa poche. J'ai des contacts dans les services sociaux. Luna Martinez a de nouveau plusieurs emplois, un centre communautaire, une épicerie et un service de nettoyage de bureaux. Elle a loué un petit appartement à Tampa. Ethan mémorisa l'adresse, son cœur battant d'espoir et de terreur. Quels dégâts les mensonges de Sage avaient-ils causés? Luna lui pardonnerait-elle un jour de ne pas l'avoir cru immédiatement? Sophia voudrait-elle encore de lui comme père après qu'on lui ait dit qu'il l'avait rejeté? Merci, dit-il au docteur Wong, la voix nouée par l'émotion. Vous avez sauvé ma famille. Le trajet jusqu'à Tampa lui parut le plus long de sa vie. Le complexe d'appartements était un modeste bâtiment de 2 étages avec une petite aire de jeu où quelques enfants jouaient malgré leur tardive. C'était à des mondes du luxe de sa propriété de Paradise Valley, mais cela ressemblait plus à un foyer que son manoir ne l'avait jamais fait. Il trouva leur appartement et frappa doucement, le cœur dans la gorge en entendant des pas prudents s'approcher de la porte. À travers le judas, il pouvait voir la silhouette de Luna et comprit qu'elle vérifiait s'il était sûr d'ouvrir. « C'est moi, dit-il simplement. C'est Ethan. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité avant qu'il n'entende les serrures tourner. La porte s'ouvrit pour révéler Luna, belle malgré l'épuisement inscrit sur ses traits. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré mais toujours aussi combatifs. « Tu ne devrais pas être ici, dit-elle doucement, bien que quelque chose dans sa voix suggérait qu'elle était heureuse qu'il soit venu. « J'ai quelque chose à te montrer, dit-il, brandissant les résultats ADN authentiques ainsi que des photographies de l'aveu du docteur Harper et du chèque de Sage. La vérité sur ce que Sage nous a fait. » Alors que la compréhension naissait dans les yeux de Luna, qu'elle voyait la preuve réelle de la filiation de Sophia et réalisait l'ampleur de la trahison de Sage, Ethan vit l'espoir commencer à renaître chez la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Derrière elle, une petite voix appela avec une joie hésitante. « Papa? C'est vraiment toi ?» Et Ethan sut que malgré toute la douleur et la tromperie, malgré les cruelles manipulations de Sage, leur famille était sur le point de retrouver son chemin, à travers le désert des mensonges, jusqu'à l'oasis de la vérité. La chasse était terminée. La guérison pouvait maintenant commencer. Chapitre 10, Pardon et guérison familiale. La force d'une famille ne se mesure pas à l'absence de tempête, mais à sa capacité à se reconstruire ensemble après que les vents ont tout ravagé. La confrontation eut lieu dans le salon de la famille Carson à l'aube, avec tous les principaux acteurs réunis, comme des comédiens dans la scène finale d'une tragédie qui avait consumé trop de vies innocentes. Sage était assise dans le fauteuil du coin, son sang-froid parfait enfin fissuré, son visage un masque de défi désespéré, alors que les preuves de ses crimes s'accumulaient comme une avalanche de vérité. Ethan se tenait debout, le bras autour de Luna, Sophia blottie en sécurité entre eux. Les résultats ADN authentiques étaient étalés sur la table basse, preuve irréfutable de la tromperie malveillante de Sage. Le docteur Wong avait fourni des images de surveillance, des conversations enregistrées et des preuves documentées qui brossaient un tableau de cruauté calculée, choquant même ceux qui pensaient bien connaître Sage. 50 000 $, dit Ethan, sa voix d'un calme mortel, en faisant face à la femme qui avait failli détruire sa famille. C'est ce que tu as payé le docteur Harper pour créer de faux résultats ADN. C'est le prix que tu as mis sur le bonheur de ma fille. Le masque de Sage glissa enfin complètement, révélant la laide jalousie et le ressentiment qui l'avaient poussé à de tels extrêmes. Je protégeais cette famille, dit-elle désespérément, sa voix stridente de panique, celle de quelqu'un qui regarde son monde soigneusement construit s'effondrer. Je vous protégeais d'une femme qui, de toute évidence, se servait de toi.
se servait de moi. La voix d'Ethan s'éleva, pleine d'une fureur à peine contenue. La seule personne qui s'est servie de quelqu'un ici, c'est toi. Tu t'es servi de ma confiance, de la confiance de ma famille et, de manière impardonnable, tu t'es servi d'un enfant innocent comme d'une arme dans ta campagne malsaine. Le silence qui suivit était lourd du poids des relations brisées et de la confiance anéantie. Aurora était assise, des larmes coulant sur son visage, ses mains tremblant alors qu'elle réalisait l'ampleur de ce que sa belle-fille avait fait à la petite fille qu'elle avait appris à aimer. Sage, dit Théo doucement, sa voix brisée par le genre de douleur qui vient lorsqu'on découvre que la personne avec qui on a partagé sa vie est capable d'une cruauté monstrueuse. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu faire du mal à une enfant? Le défi de Sage s'effondra en quelque chose qui ressemblait à de la honte, mais Luna avait appris à ne faire confiance à aucune des performances de cette femme. J'étais en train de tout perdre, murmura Sage. Vous les avez tous acceptés si facilement, vous leur avez donné ce que j'avais mis 15 ans à gagner. J'ai pensé que si je pouvais juste les faire partir. Partir? La petite voix de Sophia trancha la conversation des adultes comme une lame. Elle s'avança avec le genre de courage que seuls les enfants possèdent lorsqu'ils défendent ceux qu'ils aiment. Tu voulais qu'on parte? Sage baissa les yeux vers l'enfant dont elle avait essayé de détruire la vie, et pendant un instant, quelque chose qui aurait pu être un remords sincère vacilla sur ses traits. Je ne pensais pas clairement. J'avais peur. Peur de quoi? Demanda Sophia avec une franchise dévastatrice. Peur que j'aime mon papa? Peur que maman soit heureuse? Les questions restèrent suspendues dans l'air, comme des accusations portées par quelqu'un de trop jeune pour comprendre les complexités adultes de la jalousie et de l'insécurité, mais assez âgé pour reconnaître la cruauté lorsqu'elle était dirigée contre sa famille. J'avais peur d'être oublié, admit Sage, la vérité finalement arrachée par l'honnêteté innocente des questions d'une enfant. J'avais peur que vous me remplaciez, que je devienne inutile. Luna se retrouva à se rapprocher du fauteuil de Sage, poussée par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Pas exactement le pardon, mais la compréhension. Sage, dit-elle doucement, personne n'essayait de te remplacer. Nous essayons de devenir une famille, ensemble. Vraiment? Sage leva des yeux pleins de larmes, sa voix portant le genre de vulnérabilité qui vient après des années d'insécurité enfin exposée. Parce que j'avais l'impression de regarder tout ce pourquoi j'avais travaillé m'échapper pendant que tu recevais une acceptation inconditionnelle juste pour le fait d'exister. La confession révéla la profondeur de l'insécurité de Sage, les années passées à se sentir comme une étrangère malgré son mariage dans la famille Carson, la peur constante que sa place soit conditionnelle et puisse être révoquée à tout moment. Sage, dit Aurora à travers ses larmes, tu es ma fille depuis 15 ans. Rien ne pourrait changer ça. Mais ce que tu as fait. Elle s'interrompit, incapable de terminer la phrase. Je sais, murmura Sage. Je sais que j'ai tout détruit. Je sais qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Sophia, qui avait écouté la conversation des adultes avec le sérieux de quelqu'un de bien plus âgé que ses 9 ans, s'avança soudainement à nouveau. Es-tu désolé? Demanda-t-elle directement à Sage, sa jeune voix portant une sagesse qui fit taire la pièce. Sage regarda le visage de l'enfant qu'elle avait tenté d'écarter de sa famille et y vit son propre reflet, quelqu'un qui cherchait désespérément l'amour et l'appartenance, quelqu'un qui avait fait des choix terribles par peur et insécurité. Oui, murmura-t-elle, des larmes commençant à couler librement sur ses joues. Je suis tellement désolée. J'ai été égoïste et cruel et j'ai blessé des gens qui ne le méritaient pas. Je t'ai blessé, et tu n'es qu'une petite fille qui voulait une famille. Alors on peut te pardonner, dit Sophia avec la simplicité directe que seuls les enfants possèdent. Maman dit que pardonner ne veut pas dire qu'on oublie ce qui s'est passé, mais ça veut dire qu'on ne laisse pas la blessure continuer à empoisonner nos cœurs. L'offre de pardon de l'enfant qu'elle avait le plus blessé brisa complètement les défenses de Sage. Elle sanglota avec le genre d'émotion brute qui vient de années de douleurs refoulées, trouvant enfin un exutoire. Je ne mérite pas le pardon, dit Sage à travers ses larmes. Je ne mérite aucun de vous. C'est ça, le pardon, dit Luna doucement, surprenant tout le monde en tendant la main à Sage. Il ne s'agit pas de le mériter. Il s'agit de choisir l'amour plutôt que l'amertume, l'espoir plutôt que la vengeance. Le geste était si inattendu, si généreux, qu'il laissa toute la pièce sans voix. Sage fixa la main tendue comme si c'était une bouée de sauvetage lancée à quelqu'un qui se noyait dans ses propres erreurs. Pourquoi? Murmura Sage. Pourquoi me pardonnerais-tu après ce que j'ai fait?
Parce que Sofia regarde, dit simplement Luna. Et je veux qu'elle apprenne que les familles peuvent tout surmonter si elles choisissent la guérison plutôt que la haine. 1 an plus tard, la famille Carson se réunit pour le mariage d'Ethan et Luna dans le jardin du désert, au coucher du soleil. La cérémonie était petite et intime, avec seulement leur famille la plus proche présente. Sofia était la demoiselle d'honneur, son visage radieux de joie alors qu'elle regardait ses parents échanger des vœux qui avaient été éprouvés par le feu et s'étaient révélés incassables. Sage était assise au premier rang à côté de Théo, leur mariage reconstruit sur une fondation d'honnêteté plutôt que de performance. Elle avait passé l'année en thérapie, travaillant à comprendre les insécurités qui l'avaient poussée à des extrêmes aussi destructeurs, apprenant à trouver sa valeur en étant authentiquement elle-même, plutôt qu'en jouant les rôles qu'elle pensait que les autres attendaient d'elle. Le docteur Harper purgeait sa peine, mais Sage avait utilisé son propre argent pour créer un centre de traitement pour la dépendance au jeu, transformant sa culpabilité en une action qui aiderait les autres à éviter le désespoir qui l'avait rendu vulnérable à sa manipulation. Alors qu'Ethan et Luna dansaient sous les étoiles de l'Arizona, Sofia endormie dans les bras d'Aurora et leur famille complète autour d'eux, ils comprirent tous deux qu'ils avaient construit quelque chose de plus fort que ce qu'ils avaient commencé. Leur amour avait été mis à l'épreuve par la tromperie et les mensonges, mais il en était sorti purifié par la vérité et renforcé par le pardon. Merci, murmura Ethan alors qu'ils se balançaient ensemble au clair de lune du désert, de m'avoir appris que les familles les plus fortes ne sont pas celles qui ne se brisent jamais, mais celles qui guérissent ensemble. Merci à toi, murmura Luna en retour, de m'avoir montré que l'amour vaut la peine de se battre, même lorsque la bataille semble impossible à gagner. La famille Carson avait appris que la rédemption était possible pour quiconque était prêt à affronter ses erreurs honnêtement, que le pardon avait le pouvoir de transformer même les relations les plus brisées, et que l'amour réel, honnête, éprouvé pouvait tout surmonter lorsque les gens choisissaient de se battre les uns pour les autres plutôt que les uns contre les autres. En fin de compte, les tentatives de Sage pour détruire leur famille n'avaient fait que les rendre plus forts, leur apprenant que la véritable appartenance n'est pas quelque chose qui peut être gagné par la performance, ou perdu par la présence d'autres. C'est quelque chose qui grandit lorsque les gens se choisissent chaque jour, dans les bons comme dans les mauvais moments, à travers les erreurs et le pardon, à travers toutes les réalités belles, désordonnées et compliquées d'être humain, ensemble. Le désert avait été témoin de nombreuses histoires de survie contre des obstacles impossibles. Ce soir-là, il en avait été témoin d'une de plus. L'histoire d'une famille qui avait retrouvé son chemin, non pas malgré les tempêtes qu'elle avait traversées, mais grâce à elle.